Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis avec Mike. Salut Mike. Salut Damien. Et on est avec Rudy. Salut Rudy. Bonsoir à tous. Et donc on Alors, est on s'est pas reparti. concerté pour les t-shirts rayés Non, Oui, avec Rudy. C'est vraiment la magie de Rennes de Château en miroir. voilà, C'est ça. il faut garder la ligne droite, la On regarde rigueur. la ligne. Oui, bah ouais, à la force des choses. Bon, en tout cas, ce soir, on se retrouve à nouveau pour parler donc de mystère, avec ce soir l'épisode consacré au château de Vos et la fameuse légende de Lucie. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a un qui connaît bien cette légende-là, qui pourrait un peu nous raconter de quoi ça parle, cette histoire? Alors, ce serait une domestique d'à peine 19 ans, en fait, issue d'une famille noble des Argentés, qui est tout courtisée par un baron de l'époque qui s'appelait Guy de Daillon. Et là, on est vers 1560, qui était déjà marié en fait à Jacques de Lafayette. Et alors que ce dernier était parti guerroyer, en fait, la baronne jalouse en profite pour la jeter en fait dans la prison de la Tour de l'Horloge. Et en fait, on appelait ça les oubliettes à l'époque. Et donc, elle meurt de faim, de froid, malgré les observations des villageois. Et c'est de là que, après à minuit, sur les 12 coups de minuit, eh bien, on la voit se promener, on voit un fantôme blanc de Lucie. Voilà. Mais surtout à partir des années 80, en fait, avec Tagori. On en reparlera après de tout ça. Ok, très bien. Tagori, qui est un des propriétaires du château. Ok. Et mais cette légende de Lucie, elle est vraiment avérée? Enfin, je veux dire, il y a vraiment un fait historique ou c'est Alors simplement le une problème, légende c'est que des- justement, quand on veut retrouver la légende de Lucie exacte, eh bien malheureusement, les archives s'arrêtent un peu avant qu'on puisse avoir la preuve. Donc on D'accord. n'a pas la preuve exacte. Donc, voilà. Ouais, donc on C'est sait ça pas la si cette légende. Lucie a vraiment existé ou pas, quoi, au final. Il semblerait, mais on n'est pas sûr On n'est pas de. sûr, Voilà. ouais. Et toi, Rudy, cet épisode de mystère, tu t'en souviens? C'est quelque chose qui t'avait marqué à l'époque quand tu l'avais vu? Comment? Mais sans me tromper, je crois que c'est le premier que je vois. Parce que D'accord. la première émission que je vois de Mystère, je la prends en cours. Il me Mmh. semble que c'était pendant un été. Alors, j'ai peut-être pas vu la première. Alors, je sais plus si j'ai vu le premier épisode de Mystère, on va dire la première série d'émissions, si j'ai vu le deuxième. Mais il me semble que c'est le tombeau d'Arles-sur-Tech, j'ai du mal à le dire. Ah oui, Et Archotec. ouais, eh ben non, la première émission, c'était avec La Maison qui saigne et je l'ai pas vue. Je l'avais vu après parce qu'ils avaient rediffusé ce truc-là. Mais Le Fantôme de Lucie, il me semble que c'est la première émission que j'ai vue, le premier petit reportage. Donc, il m'avait terriblement marqué. Et ouais, j'en garde un bon souvenir. Enfin, D'accord. ça serait peut-être un de mes préférés. Ah Ok, oui, ah d'accord. Ouais. on va justement le regarder et puis on va voir ça ensemble. Mais personne n'est jamais allé d'ailleurs au château de Vos? Non. Pas encore, non. On attend la légende trésoraire autour du château pour se déplacer. Eh oui. Quand il n'y a pas de mythe, on vient pas, nous on attend. Non, je plaisante. Non, jamais eu l'occasion, non. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer cet épisode. Au cœur de l'Auvergne, dominant de ses hautes tours la plaine de l'Allier, se dresse depuis 8 siècles le château de Vos. Un château de légende où il se passe des choses étranges. On raconte qu'au XVIe siècle, le châtelain tomba éperdument amoureux d'une très belle jeune fille nommée Lucie. Pendant qu'il était parti guerroyer, son épouse, pour se venger, la fit assassiner dans la tour carrée. On raconte aussi que depuis, Lucie revient toutes les nuits au château. Aujourd'hui, le baron Ephraim Tagori de la Tour vit seul au château. Ses insomnies le poussent souvent à arpenter les couloirs à une heure avancée de la nuit. Et encore une fois, on est sur une ambiance qui est vraiment chouette, hein, visuellement. Moi, à chaque fois, je suis assez épaté par ce qui avait été fait à l'époque quand même. C'est Ah, ouais. mais moi, je dis rien parce qu'on se laisse transporter, là. Mais oui, c'est exactement ça. T'as Si, envie on de. pourrait relever c'est- plein de choses, mais non, mais vraiment. Et la Ouais. musique aussi. Ouais. Il faut savoir qu'en 1971, c'est le baron Eugène Adolphe Édouard de Cadier de Vos qui le vend à Ephraim Tagori de la Tour, qu'on va voir là, qui est le D'accord. propriétaire du château à l'époque. C'est lui qui a lancé un peu toute cette légende de Lucie. Donc, tu penses pas, toi, Mike, qu'on serait sur un peu une histoire préfabriquée pour essayer de faire Alors, en tout cas, venir. elle est peut-être préfabriquée, mais en tout cas, il se passe, semble-t-il, quelque chose. Hein, on va le voir après. Oui. Hmm. Il y a quelque Ok. chose quand même qui se passe. Mais il n'erre pas sans but. Où va-t-il ? Je dors mal. C'est vrai que je dors très très mal. Donc je me promène. Mais ce château peut dans la nuit vivre.
On attend beaucoup de choses, des armures, des chuchotements, beaucoup de choses. C'est très vivant et très intéressant. Ah oui. C'est poétique. Et Mhm. Ephraim Tagoui de la Tour, donc c'est un ingénieur en armement et officier de l'armée britannique. Il était né à Jérusalem et vétéran de la bataille de Stalingrad, de la guerre des 6 jours. Voilà. Pour préciser qui est le personnage. Et alors moi, en faisant un peu de recherche, j'ai appris que ce château avait été construit sous Charlemagne, en fait. Il l'avait Exactement, c'est ça. destiné à un de ses fils. Ouais. Exactement. C'est là, dans la salle des pendus et dans le chemin de ronde, que chaque nuit, le baron a un rendez-vous. Un rendez-vous mystérieux qu'il ne manquerait. Et il a un rendez-vous, Mike. Ça rappelle. Oui, ça rappelle les documents interdits. Ouais. Attention, ça va aller très vite. Soyez attentifs. Pour rien au monde. C'est le fantôme de Lucie que le châtelain rencontre chaque nuit à Vos. Lucie, la belle jeune fille morte tragiquement il y a 400 ans. La première fois, j'ai vu Lucie comme petite lumière. Après quelques temps, j'ai vu la lumière en pleine, surtout à pleine ligne. Je vu dans toute la puissance. Et je vu aussi dans cette lumière l'ombre que font une silhouette d'une personne humaine. Ah ouais, donc d'accord. C'est-à-dire qu'il voit le personnage vaporeux, mais l'ombre projetée au sol reprend exactement la silhouette de Lucie telle qu'elle. Mhm. C'est ce qu'il nous dit. En tout cas, c'est un personnage très baroque. Hein. Ah oui, Ouais, oui, moi oui. j'aime beaucoup l'accent, Ah le oui. look. Enfin, voilà, il va Ephraim. parfaitement avec le château et l'ambiance du château. Hein. Ah ouais. Et il faut savoir qu'en 1967, donc le baron Eugène Édouard de Cadier, en fait, qui le vend à Ephraim, et bien en 1967, sur le château, il met, on le montre à l'image, il met un sigle de loge maçonnique. Voilà. D'accord. Sur le château. Donc il y a la tour de l'horloge qu'on pense à Rennes Château. Et en 67, il met ce blason dans la pierre, la loge. Voilà. Excellent. Le baron n'est pas le seul à avoir vu le fantôme. Une jeune étudiante, Florence, travaille au château. C'est elle qui fait visiter le domaine. C'est au cours d'une visite de nuit que Florence, elle aussi, a vu l'apparition. J'ai toujours l'impression d'être surveillée ici. J'ai déjà vu Lucie, hein, j'ai vu un ectoplasme, une forme lumineuse qui bougeait, qui s'avançait vers nous, puis qui disparaissait et qui réapparaissait quelques secondes après. Juste une chose, c'est que déjà, quand elle parle d'apparition, il y a un beau lézard qui monte derrière sur le muret. Hein, vous regarderez. C'est pas une salamandre. Peut-être, symbole du feu, elle monte. Symbole du feu. Il y a un chariot derrière. Moi, peut-être s'arrêter là, Mike. Derrière la dame. La cité des chariots. Ouais, voilà. Non, parce que oui, c'est très subliminal en fait. Non, mais elle dit qu'elle a vu Lucie pendant une visite de nuit. Donc Lucie apparaît à minuit, donc ça veut dire qu'ils font visiter le château à minuit. Donc tu vois, ça fait tu fais pas visiter un château à minuit, surtout qu'elle est l'étudiante, elle n'est pas propriétaire, elle fait pas visiter à des amis qui viendraient manger. Donc ça veut dire, sous-entendu, si on reprend le truc, c'est que elle est là, elle fait visiter le château à une heure tardive, donc l'histoire du fantôme peut être aussi un moyen d'amener du monde aussi, d'une certaine manière. Sous Ephraim, ça a bien marché jusqu'à 98, parce qu'après il est décédé, et après le château est tombé, il s'est dégradé, tout ça. Pendant toute cette période-là de Ephraim, c'est vrai qu'il y a du monde qui venait. Ouais. Ouais, c'est particulier, effectivement. Moi, j'ai lu un article où ils expliquaient que le château était vraiment en train de tomber en ruine. Ah oui. Oui, parce qu'il y a des reportages là celui qu'on avait regardé, que tu avais regardé, que je t'avais envoyé là, avec ce jeune étudiant en histoire là qui refait tout le tour du château, avec l'histoire des pas de chiens là qui marchent. Je l'ai vu. Il y a une vue du château en drone et c'est vrai qu'on voit que. Alors, ce qu'ils appellent la tour de l'horloge, je crois que c'est après l'appellation, c'est la tour mal coiffée parce que le toit était un peu mal foutu.
Et ensuite, on voit qu'il y a vraiment un bon tiers du château dont la charpente est complètement en bas. Après, il y a eu énormément de chasseurs de fantômes qui ont... Alors moi, j'ai pas eu la patience de tout regarder parce que ces reportages de chasseurs de fantômes, c'est toujours pareil. Ça dure 2h30, mais t'as juste un happening à la toute fin. Enfin, j'arrivais pas à choper le moment où ils voyaient effectivement quelque chose. Je l'ai vu aussi un peu, ouais. Puis je suis assez sceptique sur les méthodes utilisées. Bon, j'ai rien vu de probant, mais apparemment, il y a quand même eu encore pas mal de... J'ai regardé pas mal de chasseurs de fantômes, moi, justement là-dessus. Après, ils ont rien capturé de vraiment concret. Hein. Tu vois, d'ailleurs, il y a même un article là sur le château de Vos par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc qui date de 2023, où ils expliquent que le château, donc forteresse médiévale de 3000 mètres carrés, ce qui est quand même énorme, cherche nouveau baron. Depuis le début de l'été, le château de Vos dans l'Allier est en vente. Exact. 1,5 million d'euros. Donc, ça paraît maudit quand on regarde des 118 pièces, 5 tours, donjons. Il y a un parc de 12 hectares. Tout ça parce qu'en fait, les lieux tombent en ruine. Tu peux relancer l'affaire rien qu'avec ça. Hein. Oui. Puis maintenant, avec tout ce qui est pyrotechnique ou ce que tu veux, tu peux le faire apparaître. Avec à l'intérieur une sorte de silhouette de femme. C'est assez vague quand même. Et c'est très impressionnant. Il est évident que ce château a une âme. Ce château, les pierres de ce château ont une vie propre. On a l'impression que c'est tout un monde très ancien qui a souffert, qui a vécu, qui a fait vivre ces pierres et qui est encore là d'une façon un peu mystérieuse, bien sûr, très mystérieuse même, mais très précise. Vos est pourtant un village si tranquille. Qu'y a-t-il vraiment derrière les murs du château mystérieux ? C'est en août 1984 qu'une équipe de France Inter, intriguée par la rue... Ah voilà, la fameuse équipe de France Inter, Rudy, on en avait parlé, tu te souviens Jean-Yves Casgar, oui. Oui, parce qu'il y a un excellent reportage. Il y a eu plusieurs équipes qui se sont succédées, mais il y a un reportage qui est retrouvable sur Spotify et sur YouTube de la RTBF. Et toute la séquence, Damien, c'est ce que tu as écouté aussi. Oui, c'est ce que j'ai écouté. Toute la séquence qu'on va voir qui est reproduite dans le reportage, elle est en live dans le podcast. C'est-à-dire que c'est la vraie séquence qui a été réutilisée, pratiquement au mot près, pour reproduire le reportage de Mystère. Alors, ça pose plein de questions. On en reparlera peut-être après qu'on ait vu la scène, quand il y a le médium avec la petite fille. Mais moi, j'encourage tout le monde à aller l'écouter parce que, en fait, vous êtes vraiment dedans à ce moment-là. Ah ouais, c'est fabuleux à écouter. On est vraiment plongé avec eux. On les entend décrire ce qu'ils voient, etc. Enfin, c'est très impressionnant. Décide de venir faire un reportage. En tout cas, c'est très beau. T'as vu là l'entrée avec l'arche, les petites tours et tout. Ça a l'air chouette. Sur ces phénomènes étranges. Ils veulent tenter l'expérience de voir Lucie en direct et, si possible, de l'enregistrer. Un médium, Raymond Réan, et sa petite fille de 10 ans, Aurore, se sont joints à l'équipe. Monsieur le baron Tagori Latour. C'est moi-même. Jean-Yves Casgar, France Inter. Bienvenue. C'est vrai que j'ai du mal à croire aux fantômes, donc c'est vrai qu'on n'était pas très enclin à croire qu'on allait voir des ombres. Mais c'est vrai aussi que le baron avait une façon de le raconter qui était telle que ça aurait été déraisonnable de ne pas passer une nuit à rester dans le château. Le groupe est immédiatement saisi par l'atmosphère du château. Et tandis qu'il traverse la cour d'honneur pour commencer la... tu verrais aujourd'hui, c'est plus aussi joli. C'est ça, ouais, là. Là, vraiment, tu vois que c'est très, très détérioré. Ouais, et les charpentes à réparer, c'est le pire truc. Jean-Yves Casgar n'y croyait pas trop, mais ils sont venus à 13 quand même. Le baron, ça fait 14 et Lucie, ça fait 15 et demi. Enfin, ça voilà. C'était l'émission Boulevard de l'étrange. Pardon, Boulevard de l'étrange, l'émission 84. Or, elle a l'impression étrange d'être observée du haut des tours. Le fantôme de Lucie va-t-il se manifester ce soir? Laurent, tu viens? J'arrive, grand-père.
Après, il y a quand même une mise en condition, tu vois. La petite, la petite, c'est une enfant, hein, donc déjà, elle a accompagné son grand-père est médium, donc elle berce peut-être dans ce narratif. Ensuite, elle arrive dans un château, on lui dit qu'il y a un fantôme, donc tu vois, déjà, l'esprit travaille. Et on nous le dirait, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on nous parlerait avec ces termes-là, on arriverait dans la cour du château. Bien sûr qu'on aurait cette sensation d'être observé et tout ça. Mais Grégor, tu vois, il est déjà là, il est déjà présent. Ouais. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi, Rudy. Hein. Déjà, quand tu vois le château, c'est assez impressionnant. Et si en plus on dit qu'il y a une histoire de fantôme, tu vois, qui apparaît dans un des couloirs, etc. Enfin oui, t'es à fond là-dedans, tu vois. Même si t'es un peu sceptique, t'es quand même pas tranquille, je Ouais, pense. après, je sais pas ce qu'en pense Mike, mais Oui. on parle des pierres, alors on peut aborder le sujet, on en avait un peu parlé quand on avait fait la maison avec la petite Laisse-moi tranquille, la première qu'on a enregistrée. Sur la mémoire des pierres, il y a quand même... Mémoire des murs, ouais. La mémoire des murs, il y a une résonance. Alors bien sûr, il y en a qui rejettent cette idée, mais... Mais il y a certains châteaux, de toute façon, on ressent quelque chose de particulier. Je sais que toi, par exemple, Rudy, tu connais le château de Gruyère, où j'ai été. Oui. Il y a une ambiance particulière. T'as vu qu'au château de Gruyère, tu l'as vu le château de Gruyère où il y a la main. J'y étais. Ouais. Je sais que tu y as été. Il y a la main momifiée dans une petite vitrine. Il y a une main de momie parce qu'à l'époque, ça se faisait de ramener des momies d'Égypte. C'était très à la mode. Exact, je l'ai vu. Ouais. Il y avait des vendeurs de momies. Tu pouvais acheter des momies comme ça aux pierres. Et le château de Gruyère, il a cette atmosphère. Oh, plutôt paisible. Hein. Moi, je trouve ça. Oui, mais il est champêtre un peu. Il est champêtre, mais c'est vrai qu'il est posté. C'est une sorte de petit Rennes-le-Château suisse. C'est ça. Mais cette main de momie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une momie entière et il reste que la main? Que la main, ouais. Qui viendra d'Égypte, ouais. Ah, peut-être qu'ils avaient acheté que la main ou peut-être ça se découpait en morceaux, mais en tout cas, il y avait des vendeurs. Alors, c'était des momies, c'était sans doute des cimetières d'ouvriers de pyramides, tu sais, c'est pas forcément. Oui, un mais pharaon. Oui, il y a vraiment cette main momifiée dans une vitrine, comme ça que tu vois. D'accord, ouais, c'est marrant ça. Bah, le château de Gruyère, moi je rêve d'y aller parce qu'il y a le musée Giger. Ah bah oui, à côté, ouais. C'est ça. J'y étais aussi, bien sûr. Ouais. Ah, ça doit être fabuleux à voir. Ah bah ça. oui. Et puis tu as le café aussi à côté. Ouais, le fameux café. Alors Giger qui est le designer d'Alien en fait. Hein, exactement, c'est ça. Et dans le café en question, tu as toutes les voûtes du. C'est ça, tout en squelette. Ah ouais, il est extraordinaire ce café. Ah, c'est pas mal, c'est pas. Et c'est à côté du château, donc tu vas avoir un côté futuriste, un côté château. C'est ça. Ouais, puis dans le fameux bar, il y a les fauteuils des Harkonnen du film Dune de David Lynch. Ouais, ça doit être fabuleux à voir. Ouais. Et à côté, un petit temple tibétain qui est à côté. Donc tu as Alien, le Tibet et le château de Gruyère. Et la main de momie. Et la main de momie, alors comme ça. Et une maison de retraite aussi. Ouais. C'est dans le même truc. Non, mais c'est vrai en plus. Il y a même le trésor dans le château. Mais ça, on l'emmène avec nous à chaque fois qu'on se déplace. On l'emmène partout. Il est en astral là-bas. Dans toute la journée, les deux ingénieurs du son mettent tout en place pour détecter la moindre trace de subterfuge. Test micro 6, tu m'entends? 1, 2. Ok, c'est bon, passe au suivant. On avait installé un micro tous les 2 mètres sur le parcours supposé du fantôme. Et en fin de compte, on a été assez surpris parce que, il s'est passé quelque chose. Quoi. Et la nuit venue, peu avant minuit, tout est prêt. Je rebondis là-dessus parce que Yves Lignon avait expliqué que ce qu'il avait. Alors, Yves Lignon, qui était. On peut rappeler qui c'était. Enfin, Mike, toi, tu connais mieux Yves Lignon. Hein. Bah, il était animateur à Sud Radio, professeur de mathématiques à l'Université du Mirail à Toulouse. Et il avait une chaire de parapsychologie, je crois, à l'université. Voilà, c'est ça. Il faisait du PSI, tout ça. Il faisait des enquêtes. Il allait dans des maisons hantées, tout ça. Ouais. Et qui était aussi un passionné de Rennes-le-Château. Bon. Ouais, et du coup, il expliquait dans une interview par rapport au château de Vos que ce qu'il avait manqué à l'expédition qu'on voit là, c'est qu'il n'y avait pas de scientifiques. Alors, à un autre moment, dans un autre reportage, il y a un type scientifique de la Sorbonne qui est venu enquêter, mais pas dans ce reportage-là, en tout cas. D'accord. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Quoi. Bah, disons qu'ils vont installer un protocole un peu comme ça, un peu improvisé, mais il n'y a pas le protocole scientifique. C'est ça. Répéter dans le temps et voir si les manifestations se reproduisent. En fait, ils viennent pour un one-shot, ils tentent le coup. Je crois que la première nuit, il ne se passe rien, c'est la deuxième nuit, il va se passer quelque chose. Et du coup, ils ne reproduisent pas l'expérience un mois plus tard ou à une autre période de l'année, tu sais, avec l'histoire de l'humidité, tout ça. Parce
que tu pourrais tenter en été, en hiver, toutes les saisons, voir s'il y a un problème peut-être d'humidité pour les micros et tout. Voilà, Là, donc c'était du 8 au 9 août 84. Voilà, donc c'était en plein été, quoi. Du coup. en plein été, ouais. Donc tu vois, tu peux avoir la chaleur, un peu plus de fraîcheur le soir, donc il peut y avoir des craquements dans le bois, enfin tu vois. Puis les pierres, elles emmagasinent la chaleur la journée, elles les dégagent un peu la nuit. Il était convenu que le baron resterait dans une pièce reculée du château avec un membre de l'équipe. Dans la salle des pendus, on attend fébrilement l'apparition. L'un des deux ingénieurs du son se trouve sur place et pour plus de sécurité, le deuxième technicien a installé le matériel dans une autre pièce qui sert de régie. Mais c'est quoi ce truc là? Les Goonies, c'est un boom t'attrape. Tu sais, dans les Goonies, ça fait pareil. Puis la porte, elle grince bien après, surtout, il y a une porte qui grince bien. Ouais, là, il y a du bruit, hein, c'est clair. Ouais. Mais c'est horriblement angoissant. Le mec, il est dans. Même. Le mec, il est dans sa régie, il est tout seul dans sa pièce. Tu vois les couloirs, la nuit, le boum boum de l'horloge et tout. Ah, je sais pas, c'est quand même. Mais il n'y a pas eu un moment donné où justement le couloir dans lequel apparaissait Lucie n'était plus accessible et donc du coup, j'ai cru, j'ai pas réussi à retrouver le truc. Je crois que c'était dans une émission ou sur un article où en fait elle apparaissait dans un couloir bien précis, un couloir qui donc reliait deux pièces et ce couloir était donc inaccessible peut-être à cause d'un éboulement de toiture ou autre. Alors il me semble aussi que l'endroit où ils étaient, à certains endroits, je ne sais plus en tête exactement où, mais ça s'est effondré aussi. Ouais, c'est bien ce que j'avais cru lire à un moment donné. Dans le reportage qu'on avait eu de ce jeune historien là qui fait vraiment l'étude du château, et à un moment donné, il filme en drone toujours, et il y a une sorte de petite ouverture dans le toit, une sorte de petit Vélux. Mais alors petit, ça doit être quelque chose comme ça, et que le phénomène peut-être d'apparition vaporeux de quelque chose aurait pu émaner les soirs de pleine lune, quand le ciel est clair, enfin tu sais qu'il n'y a pas de nuages, rien du tout, aurait pu créer un petit rayon. À un moment donné, faire croire un peu à une sorte d'apparition. Parce que tu sais que la lumière, quand elle est canalisée dans un trou, comme quand on avait parlé de... on revient à Rennes-le-Château, mais quand j'ai ce phénomène de lumière qui va se produire dans la cavité à un moment précis, le jet de lumière, il est impressionnant. C'est un canon, tu vois. J'ai publié les photos. Alors, on peut imaginer que dans un château comme ça, avec cette petite ouverture, la lune, peut-être les nuages qui viendraient obscurcir un petit peu la lumière, peut faire à un moment donné apparaître sur un laps de temps très court, parce que tu vois, tout tourne, donc peut-être que de minuit à minuit 4 peut apparaître un rayon. Alors ça tombe bien si c'est minuit, parce que du coup ça fait l'affaire du baron, mais peut-être que ce que lui a peut-être pu prendre de bonne foi comme une sorte d'apparition spectrale aurait pu être un effet de lumière. Oui. Il y a une des explications qui avait été donnée en fait. Cet étudiant, alors, si tu parles de lui, on va le citer, c'est Brinarum, qui vit au château d'ailleurs depuis 2023 ou 2024. Et donc, il a fait toute une étude en fait sur le château. Voilà. D'accord, mais sur une étude sur le château, c'est-à-dire sur la légende du fantôme. Toute la légende, tout. Puis il y vit un peu. Bon, c'est pas le mois, mais il y vit. Ok. Pour l'instant, il n'est pas été. Ça va. Il est mais donc, il y est depuis 2023, donc c'est quand même assez récent. Est-ce qu'il a réussi à récent, capturer... il aide au château, ça, il aide un peu. Comme le Roger Lemoy. Il aide au château, puis il fait mais il a réussi à capturer des choses ou pas, lui, à obtenir pas vraiment, non, justement. Pas vraiment, justement. D'accord. Non. Il cherche. Il y a quelque chose là. Près de la fenêtre. Qui le voit? Moi, je la vois. Ça grandit. Mais où? Quelle fenêtre?
Près de la fenêtre, là, à droite. Là. Vous avez vu? Merde, je la vois. Je la vois. Lucie, viens. Lucie, viens. Vas-y, prends une photo. Lucie, viens. Par contre, dans le reportage de la RTBF, sauf erreur, il n'y a que le médium qui prenait des photos. Et là, on voit un journaliste en prendre une. Alors, il me semble que dans le reportage de la RTBF, qui est quasiment mot pour mot, la reconstitution, puisqu'on a compris que c'était une reconstitution, Damien. Oui, bien sûr. Bon. Ah, je savais pas ça. Et, Première nouvelle. du coup, c'est quasiment mot à mot. Mais tu vois, regarde, si tu regardes bien la séquence, puisqu'elle reprend quasiment la RTBF, Mhm. le médium commence à dire « Regardez là-bas, je vois quelque chose ». Phénomène d'autosuggestion. Personne ne voit rien, hein, t'es d'accord, hein. Ils peuvent pas gruger puisque ça a été enregistré par la RTBF. Donc TF1 est obligé de suivre le déroulé. La petite, elle commence à « Ah, moi je la vois ». Tu vois, puis ça entraîne. Tu sais, à Fatima, tu sais, le miracle de Fatima, quand le soleil a dansé, une foule entière a vu le soleil danser. Vous connaissez cette histoire? Toi, tu connais, Ouais, Marie? bien sûr, ouais, c'est fascinant Ouais. ça. Mhm. Là, ils sont un petit groupe, le médium suggère quelque chose, la petite fille voit quelque chose et ça entraîne. Alors ça peut, c'est une explication que je donne, hein, mais ça peut être aussi un phénomène d'autosuggestion et d'auto-hypnose d'un groupe. C'est-à-dire Elle a un rendez-vous. les rendez-vous. Elle a Tu vois, si tu Oui, mets toutes mais- les conditions, tu parles d'un château, tu mets une légende une légende par-dessus, une heure précise, l'horloge, tu sais, ça déclenche comme à 3, tu sais, vous sentirez plus votre corps. Tu sais, de cette manière Oui. que font les hypnotiseurs. Oui, tu tapes dans les mains et tu te réveilles. Enfin voilà, moi je donne un point de vue un peu sceptique, mais parce que c'est sûr. En tout cas, dans la première séquence, je trouve qu'Ephraim, il aurait pu mettre un peu d'huile. Il a les moyens quand même de mettre un peu d'huile pour les porcs. Il reste un peu moins, quoi. Mais je pense qu'il a fait exprès. Non, mais il a tout mis dans la toiture, le pauvre. Voilà. Non, mais après, moi je trouve le reportage, il est super bien fait. Même oui. les effets spéciaux, ça paraît un peu dépassé aujourd'hui, la manière dont elle se balade, mais c'est peut-être même mieux de le montrer de cette manière-là, peut-être un petit peu artisanale, que là aujourd'hui, il referait le reportage, ce serait une femme transparente, tu vois. Ça serait... Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Rudy. C'est beaucoup mieux comme ça reste un peu abstrait. Ouais. Aujourd'hui, on aurait eu un truc, comme une sorte de femme avec c'est un voile flottant derrière. Enfin, ça aurait été digne d'un film hollywoodien. Là, on a quelque chose, tu sais, où tu dis, ouais, ça paraît tellement étrange que ça pourrait être plausible, tu vois. Et puis, à vérifier, mais vous écouterez, il y a des respirations. On dirait que c'est le fantôme de Lucie qui respire et elle grandit, elle rétrécit en fonction des respirations. Oui. C'est super bien suggéré. Je pense que au niveau sonore, les mecs qui ont travaillé sur Mystère, ils étaient quand même bons. Habillé aussi au niveau de la musique, hein, parce que ça fait très ce qu'on a dans Poltergeist, ou un film de Carpenter. Ouais, complètement. La musique est. Mais apparemment, ils reprenaient des musiques de choses connues déjà. Hein. Ouais, c'est ce qu'on avait appris sur un autre épisode. Il y avait carrément la musique de The Fog de Carpenter. Et voilà. Donc, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, c'est très beau. Moi, j'adore la colorimétrie, ce bleu là, comme ça. Oui, j'allais dire. Qui fait un peu bleu cauchemar. Tu sais, on est vraiment dans un film d'horreur presque. On a vraiment les moyens de faire de chouettes trucs avec les légendes de nos régions, entre le Gévaudan, les fantômes du château de Vos, et tout le reste, tu vois, tout ce qui se passe en Bretagne et tout. Puis on l'utilise pas. Le réalisateur Jean Rollin avait à l'époque fait des films dans les années 60 sur la vampire nue, ce genre de choses, dans des châteaux et tout ça. C'est le premier à avoir fait du film fantastique, en fait. Et puis il s'inspirait de la Hammer. Ouais. C'était érotico-gothique, un petit peu. Ouais. La rose de fer, tout ça. Ouais, on est vraiment un peu là-dedans. Viens, Lucie. Père, t'es à côté de moi, j'ai peur.
jamais vu ça. Regarde, elle va faire apparaître son corps. Bon, par contre, ils ont rajouté beaucoup de bruit là, cette espèce de voix là, tu sais, elle n'est pas dans l'audio original. Hein. Non, non, mais c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Mais c'est très bien, ça accompagne vraiment. Ah bah là, oui, c'est sûr. Ouais, ça c'est accompagne. sûr. Après, ce qui est un peu grossi, c'est le fait qu'on voit une lumière à travers les meurtrières, tu vois. Ça voudrait dire que tout le monde depuis chez soi, à minuit, 2, pourrait observer le phénomène. Là, Ouais, c'est ce qui avait été dit, que certains villageois le voyaient, une espèce de lumière sur la tour. Après, si on reste sur la théorie du Vélux, là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il suffirait de mettre un miroir un peu incliné au niveau du sol, la réflexion de la lune dans les meurtrières, et tu peux créer le phénomène. Hein, c'est pas. Non, mais si vraiment si vraiment t'es de mauvaise foi et tu veux vraiment attirer du monde, avec très peu de moyens, tu peux créer quelques effets. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont mis le baron avec un autre journaliste, justement, pour qu'il n'y ait pas d'interaction, qu'il n'y ait pas de tricherie et tout. Donc il y a un protocole quand même, mais qui est pas assez scientifique. Regardez se diriger vers le chemin de ronde. Et c'est à ce moment-là, dans le chemin de ronde, où des micros ont été installés tous les 2 mètres, c'est à ce moment précis qu'un bruit très étrange va être enregistré. Écoutez. Elle grandit. C'est fantastique. Non, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Surtout dans ces conditions, il était minuit et demi, dans une pièce où on est seul. Donc j'avais envie de voir, et quand je suis parti pour voir, j'ai allumé ma torche, et puis je m'attendais pas à les voir de dos, je les ai vus de face. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le phénomène était entre moi et eux, et certainement j'avais dû le traverser. Je crois que c'est terminé, on ne verra plus rien. Elle était semi-matérialisée, vous voyez, on la voyait pas entière. Ou alors quand je la voyais entière, on voyait pas les habits, on voyait qu'une ombre. Ou alors le visage. Et c'est seulement que quelques instants qu'on a pu la voir entière. Des fois, on voyait que la moitié du corps. Mais vous avez remarqué quand même que le médium dit « on ne verra plus rien ». Oui. Oui. C'est lui qui commence à dire « regardez, je vois quelque chose » et on ne verra plus rien. C'est lui qui dirige tout le truc, hein, d'une certaine manière. Ça fait manière. très documentaire, dit. On ne verra plus rien. Non, mais tu vois, c'est un peu clap de début, clap de fin, et puis la séquence est terminée. C'est un petit peu lui qui gère. Et tu penses que c'est lui qui avait un petit peu conditionné les autres à voir cette chose? Parce que, je veux dire, si tu les... Enfin, je veux dire, comment visuellement il pouvait avoir cette chose devant les yeux et dire oui, je vois une lumière en train de grossir, tu vois, d'émaner comme ça. Dans le reportage de la RTBF, c'est essentiellement la petite fille et le médium qui voient quelque chose, et on n'a quasiment pas d'interaction avec les autres journalistes. Hein. Mais il y a une femme derrière eux qui, elle, voit... Ouais. Ouais, mais qui, elle, dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle a peur, je me souviens. L'autosuggestion peut faire beaucoup de choses. Hein. Non, mais j'essaye de faire le méchant flic. Hein, Non, mais c'est très intéressant, mais c'est vrai que ça reste assez particulier parce que c'est d'autosuggestion, mais de là à voir quelque chose, à la limite de ressentir un truc et de se dire bon, je me sens pas bien avec tout ce qu'on est en train de me raconter. Mais là, c'est comme si comment la lumière peut apparaître devant leurs yeux, tu vois, par autosuggestion. Tu vois ce que je veux dire? C'est alors soit ils le voient pas, ils l'inventent en fait. C'est comment ça fonctionne? Bah, dans les phénomènes d'hypnose, tu es capable d'avoir des altérations de tes sens. Tu vois, on avait parlé au Bézis de la distorsion du temps. Bon, moi, c'est l'expérience que j'avais eue là-bas, mais il y a d'autres endroits où tu peux avoir des distorsions du temps. Tu peux aussi avoir à des moments entre guillemets, des hallucinations ou alors des faux souvenirs. Il y a Mike qui connaît ces phénomènes. Mais sinon, on peut aller plus vers une explication paranormale que Mike pourrait nous expliquer et vers laquelle moi j'irais plutôt. Ok. Mike, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je pense les recettes de la une.
Je crois que c'est ça. Mais peut-être ça alimentait certaines recettes aussi. Ouais. Non, mais sérieusement, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose, oui, à ce château, oui, effectivement. Ouais, toi, t'y crois Il suffit vraiment, d'avoir Mike? peut-être qu'il suffit des bonnes personnes pour l'activer aussi, c'est comme la VLC. Non, mais ça c'est évident que l'égrégore. N'importe qui ne peut pas il se montre pas à tout le monde, peut-être. Toi qui parlais beaucoup de l'astral et Oui. des choses. Le trésor de qui Gisors, il fait serait dans l'astral, ouais. Ouais, alors j'aimerais que Ouais. tu nous expliques la vision de Lucie avec cette vision, parce qu'on va aller vers la vision paranormale maintenant, vers la vision paranormale par rapport à ce qui apparaît dans. Tu sais, tu disais que les observations d'OVNI n'étaient visibles que par certaines personnes, voilà, des Oui. choses comme ça. Ben, que c'est protéiforme, hein. Même les Templiers pourraient être les Templiers désincarnés pourraient être le phénomène en fait est protéiforme, il peut se présenter sous différentes façons. Comme Proté, il trompe, donc il peut se présenter peut-être en Templier, en apparition de la Vierge, en fantôme, suivant la psyché du témoin, suivant l'inconscient collectif. C'est une sorte de matérialisation de l'égrégore alors. C'est ça, une densification d'un égrégore particulier qui répond en fait à un miroir psychologique de l'inconscient du témoin. Voilà. Qui va agir en fonction de son métier, ses mœurs, la région. Voilà, il va apparaître de différentes façons. Ça fait partie de l'astral. Voilà. D'accord. Donc, Alors, il y a Mike, l'éther ça veut dire... il y a l'éther qui est un miroir plus juste et l'astral qui est un miroir déformant, on va dire, de nos fantasmes aussi. Voilà. Donc là, c'est Lucie. Ça pourrait être autre chose après, suivant l'égrégore des lieux et suivant l'égrégore des gens qui y sont. D'accord. Donc en gros, on ne serait pas forcément enclin à voir Lucie en permanence, quoi. C'est-à-dire que Non. suivant les gens qui sont dedans, on aurait pu avoir l'apparition de quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça. Ça peut être ça aussi, oui. Après, il y a cette histoire de la résonance des pierres. Les pierres imprimeraient. Imagine qu'il y a eu un événement très douloureux, une mort très violente. Oui, exactement. Alors là, c'est la mémoire des murs. C'est la mémoire des murs. Les murs se chargeraient de cette énergie complètement bonne ou mauvaise et nous la renverraient comme une sorte d'hologramme, en quelque sorte. Ah oui, mais c'est ça aussi, oui, effectivement. Oui. Peut se réactiver en fonction de la personne qui est réceptive. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait comme une boucle, en fait, un enregistrement de ce moment qui serait en boucle comme ça, en fait, oui, il y a dans les pierres du château. Il y a des rémanences. Hein. Moi, je connaissais une maison où, par exemple, on entendait une porte qui venait de nulle part, et en fait, tu te rends compte qu'il y avait une usine à l'époque, et qu'en fait, tu te rends compte que c'était les horaires de bureau. En fait. Ah ouais? Oui. Très particulier, hein, ce que j'ai entendu, c'était très, très, très étrange. Ouais. La porte venait de nulle part. Hein. C'était pendant un quart d'heure, la porte, elle claquait avec un grincement. 9h, 18h. D'accord. Oui, d'accord. Ouais. Oui. C'était dans un immeuble, pas du tout vieille maison, hein. Mais il y avait une usine avant, dans le temps, qui avait été rasée. Et effectivement, c'était peut-être ce qu'on appelle les rémanences ou quelque chose qui tourne en rond, quoi. C'est comme un tourne-disque rayé. Voilà. Il y a énormément de gens qui témoignent. Alors, bien sûr, ces témoignages, ça vaut jamais rien. Hein. Nous, on témoigne de nos expériences. Moi, je voulais l'enregistrer, et puis j'avais pas l'enregistreur sur moi. Donc. Après, ça prouvait rien de plus, hein, mais. Ça prouvait rien, mais. Et quand tu mettais la télé plus fort, c'était plus fort encore, comme si on est là. Ah ouais. Tu vois, c'est. Mais Mike, ce son de porte, il y avait que toi qui l'entendais ou tout le monde non, on était plusieurs à l'entendre. Ah oui. Ah ouais. Ah non, on était plusieurs à l'entendre. Et puis c'était une porte qui était dans le plafond, il n'y avait rien, il n'y avait pas de porte là-haut. C'était pendant un quart d'heure, t'entendais la porte pendant un quart d'heure, t'entendais ça. Une porte et qui tout claque. Ça qui correspondait aux horaires d'ouverture et de fermeture aux horaires de l'usine. Aux horaires des bureaux de l'usine qui avaient été détruits en 75 ou 76. Ah oui, très, très étrange. Ça... Ouais. Et aujourd'hui, ça existe toujours ou tu n'as plus du tout de... Oui, ça existe, mais apparemment, ils ont essayé de faire venir des personnes pour le faire partir. Je sais pas trop où ça en est maintenant.
Mais qu'est-ce qui s'était passé avec cette usine? Il n'y a rien eu. C'est Non, là que non, c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'il y ait quelque chose de violent, en fait, tu vois, pour à que ma ça connaissance, s'enregistre. il n'y a rien eu qui s'est passé. C'est, je pense, une mémoire. Les fantômes, des fois, ne veulent pas se faire, supportent pas d'être oubliés. Donc, ils veulent Mmh. ils veulent se montrer. Dire, on est là, on est toujours là. C'est un peu comme Les Autres, le film Les Autres avec Nicole Ouais, Kidman. ouais. C'est un peu. Et pour eux, c'est nous qui ne sommes les étrangers chez eux. Mmh. On est les fantômes pour eux, ouais. C'est nous les fantômes pour eux. Mmh. Ils savent pas qu'ils sont Ouais, morts, c'est en fait, souvent. ouais, c'est intéressant, ouais, Mais cette histoire après, de porte. là, je crois que c'est le bon moment pour la raconter, cette histoire. Là, tu vois, on voit que le fantôme, par exemple, de Lucie, suit un chemin. Mmh. Parce qu'en fait, bon, on a un peu l'impression de suggérer que Lucie commence à se mettre face à la petite fille et à continuer à faire son chemin. Tu vois, on dirait qu'il y a une interaction entre le fantôme et elle. Alors qu'en fait, pas du tout. Hein, c'est vraiment un chemin qui est tracé, vraiment comme un film en 3D qui se jouerait, si tu veux. Et donc, c'est moi, ce que je t'avais expliqué, Damien, une fois, alors je vais la raconter très rapidement, mais en fait, c'est plus le phénomène que je vais raconter et pas le contexte. Quand j'avais 13 ans, avec ma cousine, on était férus de l'émission Mystère, donc automatiquement, on était en condition de vouloir voir quelque chose. Et puis, pas de chance, le grand-père venait de décéder. Donc, on avait dormi dans la maison de la grand-mère où le grand-père était décédé. Enfin, le grand-père est pas décédé dans cette maison, justement. Mais c'était donc la maison de mes grands-parents, mais il ne restait plus que ma grand-mère. Et une nuit, dans la chambre qui était mansardée, donc on était dans une petite chambre, il y avait la fenêtre, le lit de la cousine, le mien, au bout de la pièce, en long comme ça, et la porte. Et on avait entendu des bruits déjà la veille, enfin des bruits de vaisselle et tout, donc nous on était descendus le matin pour aller voir, on croyait que tout le monde était levé, donc on avait été voir. Et en fait, tout le monde dormait encore, donc il y avait eu un premier bruit, un premier phénomène. Donc toi, ça te conditionne aussi, tu dis, ah, il y a eu quelque chose, ah, on va peut-être voir quelque chose et tout. Bon, bref, tu vois, déjà on était enfants, on avait vu les pommes volantes, on avait vu tout ça, ça collait un petit peu. Bref, la nuit d'après, je dors. Alors moi, j'ai -8 à chaque œil, donc je vois rien du tout. Hein. Sans lunettes, sans lentilles, c'est mort. Et à 13 ans, j'avais des lunettes, donc je dormais. Et d'un coup, je le raconte tel que ça m'est arrivé. Alors si quelqu'un a vécu la même chose comme ça pourra peut-être coller avec son témoignage à lui. Je me réveille, je m'assois un peu dans le lit. Enfin, tu sais, tu te redresses un petit peu. Donc j'ai pas mes lunettes à ce moment-là. Et du fond de la pièce, je vois un enfant que je prends pour être ma cousine, si tu veux. Je dis Aurélie, c'est toi, et elle me répond pas. Et cet enfant était un petit peu en hauteur. Ah, je vous le raconte tel quel. Donc la chambre, il faut se dire, elle est un peu dans la pénombre, elle est dans le noir. Il y a un petit ray de lumière parce qu'à l'extérieur, il y avait les lampadaires et à l'époque, ils n'éteignaient pas la nuit. Tu sais, maintenant, on éteint les lampadaires la nuit, mais à l'époque, non. Puis c'était pas des LED, hein, les lampadaires dans le temps, c'était des bonnes grosses ampoules jaunes. Hein. Tu te rappelles, Mike hein bon. Donc il y avait un petit ray de lumière. Donc on voyait un petit peu les murs. Et cet enfant était en hauteur comme ça. Alors pour vraiment, j'ai essayé de recréer cette image en AI, mais j'ai pas réussi. Pour donner l'exemple, c'est comme si tu avais un enfant sur papier, tu sais, comme un article de journal, tu sais, en mode sépia. Donc comme si on avait découpé une image en 2D et qu'on aurait collé au fond de la pièce. C'est-à-dire que l'enfant n'était pas en 3D, il ne touchait pas le sol, il ne dégageait pas de lumière. C'était vraiment dans la pénombre, une image sépia comme ça au fond. Et l'image, donc l'enfant, est arrivé vers moi, comme ça, et il s'est posé à côté. Mais alors, vraiment, pour donner l'idée, il n'est pas en 3D. Hein. Il avance comme ça, il avance, et il se couche. Et moi, je dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Aurélie, j'aurais voulu que ça soit ma cousine, tu vois, parce que à ce moment-là, mais c'était pas son visage. Il couche à côté comme ça, et c'était le mur, donc il n'y avait rien du tout. Et j'étais réveillé. Et j'avais pas mes lunettes. Donc l'enfant, de loin, je le voyais net, alors que j'aurais jamais dû le voir net, puisque j'avais pas de lunettes, j'aurais dû le voir trouble. Et plus il aurait rapproché, plus je l'aurais vu net. Voilà, c'est la seule expérience que je peux raconter. Alors, pendant très, très, très longtemps, j'ai cherché une explication. Si on est... Alors, soit j'ai rêvé entièrement de la nuit, en fait, j'ai dormi tout le long, et genre Inception, je dors dans mon propre rêve, tu vois, quelque chose comme ça. Moi, personnellement, je sais que j'étais réveillé. Soit c'est... Tu continues à rêver malgré que tu aies les yeux ouverts, une sorte de réminiscence du rêve, alors, mais je rêvais pas de ça avant. Ou alors c'est simplement ton cerveau qui projetterait une image. Ou alors... Après, à titre personnel, je pense pas que le phénomène pouvait être photographié. Je crois que c'était quelque chose qui était inhérent à l'observateur. Je pense pas que ça soit quelque chose... Ce qu'on appelle l'effet dose, oui. Ou... Tu connais ça, Mike? Tu as une explication sur ce genre de phénomène ou pas? Ça m'est arrivé qu'une fois.
En général, la phénose, le phénomène t'inclut, parce que c'est pas dans le phénomène ovni, hein, c'est le phénomène t'inclut dans sa réalité, Ouais. et il peut inclure une ou deux personnes, mais il ne peut t'inclure que toi. Moi, il m'est arrivé quelque chose suite à la suite de la création de la chaîne Tablette d'Émeraude. Le lendemain, j'étais à un restaurant dans ma ville, j'étais avec quelqu'un et il y a personne, il y a plein de monde autour, et on est dehors, et puis il y a comme des glaçons qui tombent sur la table, et avec un bruit de verre, et on entend tous les deux. Et en fait, personne autour n'a rien vu, n'a rien entendu, le ciel était bleu, parfait, ça tombait comme ça, et on a tous les deux entendu cette chose-là. C'est ça, un peu l'effet dose. Et l'allégorie, c'était un peu justement la pierre de Lucifer qui tombe, voilà, comme il y a l'émeraude. Bon, ça c'est une pensée que j'ai eue, hein. Mais en tout cas, on a été tous les deux à entendre ce phénomène-là, et personne n'a rien entendu, n'a rien vu. Mais, il y a pas de... Comment ? Toi, tu as entendu, mais est-ce que tu as vu, parce que tu as parlé de glaçons. On n'a rien vu, on n'a entendu. Mais les autres autour de nous n'ont rien vu. Et on a entendu exactement la même chose. Et on parlait de l'émeraude en plus, tout ça. Et au même moment, pas. Ok. Bon. C'est étonnant. Bon. C'est ce qu'on appelle un effet dose, c'est que le phénomène t'inclut dans sa réalité. Alors effectivement, tu peux très bien faire des photos et rien n'apparaîtra. Ou à l'inverse, hein, tu peux ne rien voir et faire des photos, ça apparaîtra dans la photo. Ce qui se passe à Bugarach pour certaines choses, d'ailleurs. Pourquoi Bugarach, il se passe quoi exactement? Tu peux prendre des photos et voir des... Oui, certains ont fait des photos, on ne voyait rien à l'œil nu, puis on voit des sortes de lances, de choses qui passent très vite. Voilà. D'accord. À Bugarach, ouais. Mais enfin, il n'y a pas que là, hein, il y a d'autres endroits, hein, mais je pense à là parce que... Mais quand tu dis des choses qui passent très vite, c'est-à-dire que ça ressemblerait à quoi? Par rapport au phénomène ovni? Par rapport à non, justement, ce serait des choses qui... ouais, des sortes de petites lances, où il me semble hein, que c'était ça. J'avais vu quelques photos, on m'avait montré quelques photos. Ouais. D'accord. Bon, c'est pas une preuve, mais factuelle ou tangible, hein, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe des fois à ces endroits-là. Voilà. Mais quand tu dis, Mike, que le phénomène t'englobe dans sa réalité, c'est-à-dire qu'en gros, il se passerait donc... C'est-à-dire que toi, à un moment donné, tu te trouves sur un lieu où est en train de se passer, en fait, alors, quelque chose, comment on pourrait le qualifier, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un phénomène qui est en train de se mettre en place, et il suffit qu'une personne soit là, en fait, au bon moment, au bon endroit, ou au mauvais moment, au mauvais endroit. Le phénomène va te choisir, c'est comme il n'y a pas d'ovni en panne. Ok. Le phénomène te choisit... comme ils ont, c'est la théorie de Philippe Guillemot, comme ils ont toutes les visions du futur, les différentes lignes de temps, ils savent exactement quand tu seras là, ils te choisissent en fait. C'est précis. Et ils te c'est ce qui se passe dans les... ce qui se passe aussi dans les phénomènes des parcs nationaux, il y a des disparitions. Oui. On en avait parlé un peu, ouais. C'est pareil, hein, ce sont des effets dose précis à des endroits particuliers. Au col de Vence, il y a des pierres qui tombent d'une part. Bon, c'est pas Charlefort, mais on n'est pas loin. Est-ce qui fait un peu penser à Arcachon avec la fameuse, le fameux hôpital. Je crois que c'était un hôpital à Arcachon où tu avais les pierres qui tombaient là. Oui, ouais. Mais, voilà, il se passe tellement de choses étranges de toute façon. Après, pour en revenir à ça, difficilement explicable. Hein. C'est peut-être parce que les canaux s'ouvrent à un moment donné. Oui. Alors, moi, j'avais vraiment la volonté de voir quelque chose, en sachant que l'enfant qui est apparu, est-ce que ça aurait pu être une image de mon grand-père? Alors, j'ai pas d'image de mon grand-père petit, ou alors j'en ai pas eu à ce moment-là, donc on peut même pas comparer. Il y avait une médium qui m'avait parlé d'un enfant qui était décédé, mais c'était même pas sur les mêmes lieux. Hein, on en avait parlé. Hein, ah oui, tu m'en avais parlé dans le lavoir. C'était pas du tout les mêmes lieux, donc je vois même pas. Ça peut même pas donc être la mémoire des pierres. Ce qui est étrange, il est à demi densifié ton fantôme en fait. C'est ça qui est étrange. Il a pas comme s'il était une feuille quoi. Non, mais je ne peux pas vraiment parler 3D. L'image, parce que c'est furtif, le phénomène doit durer 1, 2, 3, peut-être 4 secondes, le temps qu'ils viennent à moi et puis qu'ils se posent.
Et du coup, l'image qui m'est restée, déjà c'est une trouille pas possible, j'ai eu le cœur, je te dis pas, j'avais 13 ans, donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je claquerais, je pense. Et non, mais c'est vraiment cette image sépia, c'est-à-dire il n'y a pas de couleur. Il y a de la couleur, mais en mode sépia, c'est-à-dire un peu jauni, comme une vieille surannée, quoi. Un peu une vieille photo surannée. Mais voilà, ça après, peut aussi... j'ai pas la mémoire qu'il ait vraiment eu été en 3D, tu vois. Il avait un côté un peu plat. Comme une photo, comme une vieille photo. Un peu comme une vieille photo. Il dégageait pas de lumière, mais il était bien dans la pièce. Et il était en hauteur, donc ça c'est sûr. Ouais. Et il avait un short noir, les cheveux frisés. Enfin, je pourrais encore... Tu me montrerais des photos, je pourrais peut-être... Si tu montrais 10 photos, je pourrais te dire oui, c'est lui sur les 10, tu vois. Je pourrais reconnaître. Après, encore une fois, c'est ce qu'on a... Avec Damien, on en avait parlé en off de tout ça. Ça sert à rien, je veux dire, une apparition comme ça. Il n'y a pas de message, tu reconnais pas la personne. Enfin, l'apparition, elle apparaît, mais limite pour te faire plaisir d'avoir vu quelque chose. Puisqu'à la fin, le message, c'est quoi? Il n'y a rien. Ouais, c'est particulier, effectivement. Ouais. C'est assez particulier d'imaginer qu'il y a eu autant d'énergie en fait qui est mise en place pour pouvoir apparaître devant toi pour au final quoi, tu vois, parce que tu n'en retires rien, t'as pas eu de message, t'as pas eu tu vois ce que je veux dire? J'ai eu peur. Ouais, t'as eu peur, voilà. Alors, mais à part ça. Surtout quand j'ai réalisé que c'était pas ma cousine et qu'il y avait personne à côté de moi. Oui. Bah, dans cette même maison, moi, je dormais tranquillement dans une pièce fermée. Ça prend 2 secondes. Et en fait, on m'est tombé dessus. Et on m'a pris par le cou. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, dans la même maison, il y avait donc déjà il y avait quelque chose. Mais alors attends, j'en ai pas parlé, mais ça c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tu étais en train de dormir. Ouais. Quelque chose t'est tombé dessus. Ah oui, vraiment tombé et t'as attrapé et qui m'a pris par le cou. Et je me suis réveillé, mais je crois qu'on m'avait fait une blague en fait. Non, la pièce était fermée. Mais t'as senti quoi en fait? T'as senti comme si on me tombait dessus. Comme des mains qui tombent. Ouais, on m'a pris par le cou, gentiment quoi. Mais on m'avait prévenu qu'il se passerait peut-être quelque chose dans la nuit. Alors peut-être c'est une suggestion, mais enfin là quand même, j'ai jamais eu ça avant. Et du coup, c'est qui t'avait prévenu de ça alors? Bah les personnes qui étaient sur place, ils m'avaient même enlevé une clochette parce qu'ils disaient ouais, on te l'enlève parce qu'elle va faire du bruit, on peut faire dans le... Enfin tu vois, c'est déjà suggestionné peut-être, mais enfin ça m'était jamais arrivé avant, pareil. Ça m'est jamais arrivé après. Et eux aussi, ils avaient été attrapés par le coup par je sais pas ça. Ok. Ouais, semble qu'il y a eu des précédents. Hein. Ouais, c'est flippant. Ouais. Ah oui, ça surprend, de bon matin. Puis après, t'entends la porte. T'as des témoignages comme ça. Là, j'ai parlé dernièrement avec la tante de mon meilleur ami, et pourtant, elle est très croyante, mais malgré qu'elle doute d'une vie après la mort, j'ai toujours trouvé ça très paradoxal, les gens qui sont très croyants, mais qui doutent alors que dans la religion chrétienne, même dans toutes les religions, il y a toujours l'après. Enfin, peu importe, je pense qu'il y a toujours une période de doute dans la vie sur ces sujets-là. Et elle m'a dit que parce qu'elle vivait avec sa maman, et quand la mémé est décédée, elle m'a dit que dans les mois qu'on suivit, elle l'a entendu l'appeler plusieurs fois dans la nuit et ça l'a réveillée en sursaut. Mais je lui dis, mais tu l'as rêvé et tout? Elle me dit, non, c'est vraiment un son qui m'a réveillé. Ouais, mais alors est-ce que ça c'est... Mais tu sais, moi, il m'est arrivé un truc, Rudy, qui était vraiment particulier. C'est que pendant une longue période, j'entendais une sonnette la nuit. C'est-à-dire que je dormais et j'entendais une sonnette et ça me réveillait. Et du coup, je me disais, mais attends, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte là. Et je me levais jusqu'à aller voir et il n'y avait rien. Et plusieurs fois, j'ai entendu cette sonnette et dans des lieux différents. Et à chaque fois, j'étais réveillé par cette sonnette, tu vois. Et alors, est-ce que... Je sais pas d'où c'est venu, tu vois, c'est vraiment bizarre, hein, une sonnette. Comme si tu étais réveillé par quelqu'un qui allait sonner, toi, à l'interphone de ton appart et la personne ça te réveille. Qui pouvait être à côté n'a rien entendu par contre. Ah non, parce que moi j'étais avec ma femme, elle a jamais rien entendu. Il y avait que moi, j'entendais cette sonnette. Alors il y avait pas, c'était pas à des heures précises. Il y a des jours je ne l'entendais pas, mais ça a duré un bon moment. Hein. Et cette sonnette me réveillait en plein milieu de la nuit. Et je te jure, je me levais, j'allais regarder. Je me disais, mais attends, je deviens fou ou quoi? Ouais, mais tu te rends compte, on fait pas 2 nuits de suite le même rêve, même à 3-4 nuits d'intervalle, on fait pas le même rêve. Là, si c'était le rêve qui t'envoyait la sonnette, ça voudrait dire que tu aurais fait une obsession sur les sonnettes et qu'elles reviendraient
même Ouais. au niveau du son dans ton rêve, au point de te réveiller. En tout Ah cas, la ouais. personne qui m'a témoigné le fait qu'on l'ait appelé en pleine nuit, la connaissant, elle est de totale bonne foi. Hein. C'est vraiment. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas imaginer que ce soit le fait d'avoir été pendant très longtemps appelé par cette personne, qu'après cette personne décède, alors tu restes, tu sais, t'as peut-être une espèce comme ça de Ah oui, oui, souvenir oui. qui reste ancré en toi et qui Bah, te. c'était le cas, hein, on en a parlé, mais je lui ai dit, elle m'a dit, j'ai clairement entendu plusieurs fois la mémé m'appeler, mais vraiment, elle l'a entendu. C'est-à-dire que ça venait pas de sa tête, ça venait de l'extérieur. Ouais. Bon, c'est troublant. Après ça s'est arrêté, puis après, elle a même déménagé, après, elle était plus dans cette maison, mais elle m'a dit que ça arrivait plus d'une fois. Mais je pense que là, on en parle ce soir, mais je pense qu'au niveau des auditeurs qui nous écoutent, il doit y avoir des pléiades de témoignages comme ça, tu vois. Alors bien sûr, 1000 témoignages, ça fait pas une preuve, mais ça prouve quand même qu'il y a des phénomènes qui existent pas, parce que moi je crois toujours pas que l'enfant que j'ai vu existait réellement. Hein. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui était observable par moi-même et uniquement. Je pense qu'il y aurait eu 10 personnes avec moi, je l'aurais pas vu. Hein. Question fantôme, j'ai eu bon lot, ma femme est dans d'autres choses. Mais chez ma mère, il y avait une petite maison à musique comme un chalet en bois. Et bien, chaque fois que quelqu'un allait mourir ou qu'il y avait, eh bien cette maison sonnait. Un peu avant. Ah ouais? Ah oui, oui. Et oui, c'était C'était particulier. comme quand tu parles, c'est un peu comme Comme une vraiment, petite. ça faisait vraiment une petite musique de film d'horreur, hein, les petites notes. Puis en plus, on l'avait pas remonté là. On n'y Ah oui, touchait plus d'accord. à Ok. la C'était un petite peu comme un maison. jouet, quoi, une petite maison, un peu comme Oui, un c'est une petite bibelot. maison à musique qui fait qui mécanique, hein. Ok. Eh bien, elle avait sonné plusieurs fois avant des décès, voilà. Bah, il y a un Et épisode petite. Ouais. Comment? Ouais. Non, il y a un épisode de mystère quand Anne-Marie Lyonnais fait l'écriture automatique avec sa fille Isabelle qui est décédée. Il y a le phénomène des boîtes à musique aussi qui s'allument. Et dans la maison où j'ai vu cet enfant, et un matin, pareil, on a eu la boîte à musique qui s'est allumée toute seule. Ouais. Donc et cette boîte à musique, je l'ai chez moi, je l'ai toujours à côté de mon bureau, et elle sonne pas. Eh oui. Si tu la remontes, elle va marcher, mais si tu la laisses telle quelle, ça s'est jamais reproduit. Ça c'est. Et je me rappelle ma tante qui dit « Oh, la boîte à musique, elle marche toute seule », elle dit ça. Eh oui, mais j'ai eu les mêmes choses, ouais. Voilà, mais nous, ils étaient déjà morts, donc ça allait. Ouais. Ça, c'est avant, moi, c'est après, ça va. Ouais, très étrange, ouais, toutes ces histoires, effectivement. Et je pense, comme tu l'as dit, Rudy, hein, on pourrait demander. Il y a plein de personnes comme ça qui ont des histoires. Tu sais, ça arrive souvent quand tu À discutes dormir avec les debout. gens. Non, mais c'est des gens qui sont pas du tout versés dans les choses bizarres, Oui. paranormales et tout. Tu sais, C'est tu ça. parles avec eux et puis, tu sais, t'arrives un peu en fin de soirée, tout le monde est un peu fatigué. Et puis là, t'as des gens, ils vont commencer à te raconter des trucs. Tu sais, ils vont dire, ah, tiens, tu Ouais. t'intéresses à quoi, toi? Ah, bah, j'ai une chaîne, je parle de paranormal. Et là, tu sais, et des gens que t'aurais jamais soupçonné qu'ils allaient te parler de Ouais. ça. Et ils disent, C'est ah, ça. mais ouais, mais moi, j'ai eu une histoire, il m'est arrivé un truc et tout. Et tu fais, ah ouais. Et où ils vont te raconter des gens qui connaissent, il y a toujours des histoires comme Ah ça oui, oui, oui. qui sont racontées. Je Le trouve ça plus amusant, fascinant. c'est quand c'est des histoires comme ça qui sont vécues par des gens très terre à terre. Ouais. Alors, comme ils sont dans un rejet total du truc, ils essayent toujours de trouver une explication la plus logique possible. C'est ça. Et à la fin, ils arrivent à trouver des explications, on va dire logiques, mais tellement pas probables, mais ça leur va, parce qu'il ne faut pas qu'ils sortent de leur schéma de pensée. Donc, voilà. C'était assez amusant d'ailleurs. C'est rassure. Donc, il faut se laisser bercer un peu par le merveilleux, pourquoi pas. Il faut garder des portes ouvertes. Et toi, Mike, du coup, il t'arrive plus rien maintenant? T'as jamais été suivi? Enfin, moi, j'ai toujours eu peur de ces choses-là, c'est d'être suivi par des ombres, par des entités. T'as des gens comme ça, genre, il leur arrive quelque chose dans un endroit précis, ils déménagent, mais la chose les suit, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment eux qui sont hantés plus que la maison, tu vois. C'est terrifiant, je trouve. Ah oui, j'ai déjà eu ce genre de témoignage, j'en ai déjà entendu parler. Ouais. C'est pour ça que je déconseille de faire du spiritisme aussi. Si tu veux, tu es sûr d'amener des entités chez toi. Moi, à 15 ans, je leur disais, mais à mes amis, je leur disais, mais ne faites pas ça, vous allez faire rentrer toutes les entités élémentaires chez vous. Après, pour les faire partir, bonjour. Hein. Ouais, genre le Ouija, ne vous amusez pas à ça. Ouais. Moi, je leur disais. Tu rigoles, mais moi, je me suis amusé à le faire chez mes parents, mais après l'époque mystère, vers 14 ans, tu vois. Mais il faut faire gaffe à ça. Hein. Ouais, bah du coup, la maison, elle n'a pas nettoyé, mais elle a brûlé entre-temps, donc ça va. Ah mince, là, elle a été entièrement nettoyée. Il y a eu un incendie, donc je pense qu'il y a eu un nettoyage par le feu et la fumée.
Mais il est vrai que quand je faisais ce spiritisme, mais vraiment amateur, tu vois, avec la table, Ouais, bien sûr. je peux te jurer que par la suite, tous les appareils d'électroménager qu'on a achetés, alors les appareils d'électroménager, les télés, tout merdait. Ça pétait. Eh oui, c'est normal. Ouais. Bah, tu dis c'est normal, va expliquer ça à un mec terre à terre, je te dis. Ah oui. Mais en fait, c'est comme jouer avec le feu, quoi. On peut se brûler, quoi. Ouais, mais il n'y avait pas un problème d'électricité dans ta maison, là, tout pété, puis finalement ça finit par prendre feu. Il y avait peut-être un problème Non, le feu chez de d'où il câblage. vient. Ah, non. Mais non, oui, les appareils fonctionnaient pas, les fours micro-ondes pétaient. Il n'y avait pas une surtension. Hein. Ah oui, mais dû à une ouverture de vortex. Non, mais c'est vrai que ça marchait pas. Bon, après, comme on dit, achète chinois, achète 2 fois. Alors, c'était peut-être ça. Donc, oui, en plus, tu vis là-bas. Donc... non, mais on peut corréler des faits qui n'ont peut-être rien à voir entre eux. Hein. Tu fais du spiritisme, le four à micro-ondes ne marche plus, bah, tu relis les différents c'est ça. Et il y a eu quand même une recrudescence d'appareils qui ne fonctionnaient pas. Et je voyais ma mère crier et dire « Ah, c'est pas possible, ça non plus, ça marche pas !» Tu vois, et bon, ben voilà. Après, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes que je connaissais qui se sont justement amusées à ça, et après, ils avaient des sacrés problèmes chez eux, quand même. Alors, ils appelaient le plombier, hein, comme Ephraim, là. Bon. C'était pas peut-être mais des problèmes de quel ordre, Mike? C'est-à-dire qu'en gros, des problèmes des bruits, voilà, effectivement, ça fait un peu comme dans l'exorciste, tu sais, les donc, bruits dans le grenier. Pas jusque-là, mais oui, il se passait des choses pas sympas, quoi. Ouais. Ok. Ouais. C'est vraiment effrayant, je trouve, toutes ces histoires-là. Genre de faire du spiritisme et d'appeler des choses, en fait, qui viennent se glisser comme ça dans ton... Mais à quel point, jusqu'à quel point on peut vraiment y croire à ça? Est-ce que c'est... Toi, est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites d'ailleurs sur le spiritisme, Après, sur c'est le pas tellement une Ouija? question de croyance, c'est une question de fait. Si tu vois que 10 personnes ont fait les mêmes choses, puis que ça arrive après, tu te dis, bon, même si tu n'y crois pas, tu te dis, il y a quand même quelque chose. Voilà. Faut se méfier, quoi. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec ça, quoi. Enfin, parce que le Ouija, j'ai toujours du mal à y croire, parce que c'est quand même un jeu à la base de société, de chez Parker. Toi, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires aux États-Unis. Ouais, c'est grave. Hein. Ouais, et tu te dis, bon, apparemment, aux États-Unis, il n'y a pas eu non plus une... Tu vois, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Ouais. À moins qu'il faut que les gens soient déjà ouverts à ça, faut qu'il y ait peut-être une ouverture d'esprit, tu vois, je sais pas. Tout dépend des personnes qui le font aussi, hein, mais aussi peut-être. Après, je crois qu'il y a des domaines que la science ne peut pas expliquer. Hein. Moi, à titre personnel, j'estime que c'est une erreur de penser que la science pourra tout résoudre. Oui, d'ailleurs, dans un des reportages sur le château de Vos, comme ça n'apparaissait pas, il disait les fantômes n'aiment pas la science. Ouais, non, mais très fort. Il n'aime pas la science, il n'est pas venu. Oui, mais après, c'est une facilité. Ça a fait très rare, ça. Dans l'autre, parce que de dire que la science pourra tout expliquer, c'est aussi une manière de se dire, de toute façon, ça, c'est inexplicable, on va même pas essayer de philosopher là-dessus. Un jour, ça le sera, et puis circuler. Il y a un peu de ça aussi. Oui. Ouais. Mais je te coupe, mais c'est un peu comme le revers de la médaille de ceux qui disent « Ah, mais moi, je suis athée, je ne crois en rien. » Enfin, pour moi, c'est le hasard. Enfin, croire que c'est le hasard, c'est quand même aussi une croyance. Alors, tu vois, la croyance dans la négation est quand même une croyance, puisque tu n'as pas la preuve de l'existence de Dieu. On pourrait parler longtemps de ça. Tu es vivant, donc je pense à partir du moment où tu es vivant et conscient, ça prouve déjà qu'il y a quelque chose. Mais au-delà de ça, ne pas croire et tout rejeter en bloc par des fois idéologie, bah, c'est à peu près c'est le même système que les religions poussées à l'extrême. Ouais. J'ai un peu du mal avec ça. Après, je peux discuter avec quelqu'un qui est athée, c'est pas la question. Mais c'est, à mon avis, une sorte de voie de garage mentale de se dire la science va tout expliquer. Je pense qu'il y a des choses, tu sais, le quantique, personne ne peut encore réellement l'expliquer. Ouais. Enfin, moi, c'est un point de vue philosophique. Hein, non, mais je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Ouais. Faut garder un peu d'ouverture quand même.
Mais Mike, pour en revenir, parce que tout à l'heure tu parlais du phénomène ufologique, est-ce qu'on peut lier, par exemple, le phénomène UFO et justement ces phénomènes peut-être de fantômes et autres? Est-ce que tu penses pas que c'est la même origine en fait, tu vois? Est-ce que Alors c'est pas quelque chose qui se joue de nous en fait, toi, qui viendrait, oui, qui est protéiforme, comme Proté, comme je voilà. disais tout à l'heure, qui s'amuse à singer nos schémas mentaux. Ça peut, oui, parce qu'en fait, c'est des manifestations de l'astral en quelque sorte, donc ils peuvent se manifester de n'importe quelle façon. C'est un peu comme avec Merlin là, la sorcière qui apparaît de toutes les façons possibles, comme elle, suivant la peur. Voilà. Les phénomènes agissent aussi en fonction de nos peurs. Dans le C'est phénomène vrai. ovni, c'est ce qui se passe. Oui, Mike, il va savoir de qui je parle, mais on nous a relaté l'expérience de chercheurs de trésors à Rennes-les-Bains qui sont tombés sur un site et qui n'ont rien trouvé de mieux, parce que tu sais, il y a toujours cette fièvre de l'or, donc ils sont rentrés sur un site qui était, d'après le témoignage qu'on m'en a fait, un site entre guillemets sacré. Enfin, moi j'adhère à cette possibilité, mais peut-être pas tout le monde, alors c'est pour ça que je mets des guillemets. Et ils ont défoncé le lieu à la baramine, et du coup ils se sont fait chasser par, d'après ce qu'on nous a dit, une sorte d'entité en forme de dragon blanc vaporeux qui les aurait fait fuir. Et ils ont eu les trouilles de leur vie et ils sont partis les jambes à leur cou. Donc, il peut y avoir une protection de lieu par une manifestation de l'astral qui prendrait une forme en jouant sur les peurs de la personne. Ce sont des gardiens des lieux, effectivement. Gardiens de lieux, ouais. Les Grégor, en fait, qui gardent certains châteaux, certains lieux sacrés ou non sacrés, protègent un lieu et font partir les malfaisants ou les gens qui s'amuseraient à faire des invocations ou autre chose. Si tu n'es pas bienvenu, tu auras des petits problèmes. Et pourquoi cette forme de dragon blanc alors? Il y avait quelque chose en rapport déjà avec cette créature dans le coin? Mais à partir du moment où, si tu veux sans doute effrayer des personnes, faut leur montrer quelque chose qui coïncide à leur peur. C'est ça. Oui, mais pourquoi ils auraient eu peur d'un dragon blanc plus qu'un dragon? Ils ont dit un dragon blanc, mais peut-être que c'était une forme qui avait peut-être. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et puis c'était peut-être un des schémas imaginaires de la personne où il travaillait là-dessus, peut-être sur le dragon blanc, puis il apparaît en miroir de l'inconscient, des fantasmes des personnes. Tu sais, Mike, ça me fait penser à ce film de SF, Planète Interdite, tu sais? Oui. Ah oui. En 1946, en Suède, il y a eu une centaine de crashs de fusées qui ressemblaient à des V2. Et on était dans la peur du moment. La peur du moment des V2, justement. Et ça ressemble exactement à des V2, métalliques et tout ça. Il y a eu une enquête des services américains, parce qu'ils se demandaient de panne de service, ils n'ont jamais rien trouvé. Et s'agissant en miroir de la peur du moment. La peur du moment qui était le V2, on était juste après la guerre. Il y a plein de témoignages comme ça dans le phénomène ovni qui agit en fonction de la peur du témoin. Voilà. C'est-à-dire que ça s'adapte en fait à tes peurs, quoi. Ça s'adapte à. Oui, voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, ce qu'on appelle les Nordiques ou les Blonds, etc., ils apparaissent à un moment donné de la guerre en 1944 jusqu'aux années 60, et même avant Adamski, même avant l'histoire Adamski, ils apparaissent aux témoins, et après ça disparaît. Comme si on n'était plus dans le Zeitgeist, l'air du temps. Ils disparaissent. Ouais. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, Mike, parce que moi, je me suis toujours demandé pourquoi les ovnis que l'on voyait étaient à une certaine époque des soucoupes, après ce sont devenus des triangles lumineux, après ce sont devenus. Tu vois, comme si ça s'adaptait en fait. Ils sont protéiformes, voilà. Dans les années 50, ils se présentaient en tôle et boulons, ils avaient des casques, des hublots, voilà. Il y a même en 54, il y a un cas où le témoin avait l'impression qu'ils avaient comme des éthylotests. Eh bien, c'est Borkenstein qui crée l'éthylotest, mais après l'observation. Il ne pouvait pas savoir. En plus, le phénomène s'amuse à montrer des choses à l'avance aux témoins. Comme dans les dirigeables de 1897, qui préfigurent Jules Verne, écrit en 1886, les dirigeables avec Robert le Conquérant, et 10 ans après, eh bien, ce phénomène de dirigeables qui apparaissent
Et parce qu'on est dans l'égrégore, dans le Zeitgeist, on est dans l'égrégore des dirigeables, donc le phénomène s'adapte aussi à un égrégore du moment. Voilà. On va pas faire mais l'expérience peut être vécue, ouais. Voilà. Moi, j'adhère à ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais alors, quelle serait l'origine? C'est là que c'est super intéressant. Quelle serait l'origine de tout ça? Parce que ça me rappelle un petit peu, Mike, tu as participé à une émission chez UFO Conscience. Il y avait Laurent. Oui, Alors, avec je Laurent sais plus Kasprovics, oui. voilà. Ouais, on a reçu Qui avait, Laurent. Ouais. qui avait écrit un super livre qui s'appelle Phénomène. Coup de fil de l'au-delà et Phénomène, ouais. Et Phénomène. Et dans Phénomène, justement, il parle en fait de Il parle d'Hermès, du proté, de protéiforme. Il parle de ça, oui. Et tout ça, ça vient de Jacques Vallée, de Passepartout Magonia, Éric Zourcher aussi, et puis Pierre Viroudy qui parle de cette théorie-là dans les années 70 déjà. Jacques Vallée a compris beaucoup de choses dès 69 en fait. Ouais, parce que lui, il parle du phénomène du trickster, en fait, cette chose qui pouvait s'amuser avec nous. C'est ça, c'est ça. C'est le trickster. Et ça, c'est vraiment. Et donc, on pourrait imaginer que le trickster. C'est comme le Dogman. Hein. Le Dogman apparaissait à des personnes, des fois qui étaient chasseurs, ou des personnes aux États-Unis qui avaient des ancêtres germaniques ou des ancêtres. Donc, ça puisait dans les légendes anciennes. Il y a des cas comme ça, ou un cas en Pologne. C'était la théorie de Lionel Camille, ça, ouais. Voilà, Lionel Camille. Mais il y a des cas, par exemple en Pologne, il y a un cas, par exemple, où le témoin, il voit des gyphonos, enfin des entités qui mangent des pierres noires. Et bien, quand on revient dans l'inconscient, dans la mythologie ancienne, il ne savait pas, lui. Des démons, là-bas, mangeaient des pierres noires. Ça puise dans l'inconscient collectif. Donc, les fantômes, ce genre de choses et autres, peuvent aussi agir puiser dans l'inconscient et l'astral. Voilà. C'est pour ça qu'à Gisors, eh bien, possiblement, les troncs de coffre, ils n'ont pas été mis sous la dalle des chevaliers. Hein. C'est un peu, c'est Sporbilite. Voilà. Mais Lomois a pu très bien les voir dans l'astral, ce que dit mon grand-père d'ailleurs, parce qu'il il l'a rencontré. Hein, mon grand-père a rencontré Guithieu a rencontré Lomois, et à chaque fois, il a cherché d'autres trésors, et puis il n'y avait jamais rien, quoi. Même s'il lui a proposé des lingots d'or, bon, mais il n'a pas voulu. C'est une longue histoire. Il y a eu une histoire avec les réseaux gaullistes, tout ça. Enfin bref, on en parlera plus tard. Mais voilà, Lomois a pu très bien voir. Il a vraiment pu les voir, ces trésors, mais c'était une image, c'était fantomatique. Tu vois. Voilà. Ouais, c'est pas dit que sinon on allait les trois à Vos, au château de Vos avec d'autres personnes, et qu'on se mettait en condition, qu'on créait une sorte d'égrégore avec des personnes qui seraient très à même de vouloir voir le fantôme de Lucie. C'est pas dit que rien ne se produise, tu vois. C'est ce que je disais l'autre fois pour Anne Château, pour l'égrégore des chercheurs peut créer, avec Ludo on en parlait, d'Arcana, peut créer un mythe qui devient réel, qui se densifie. Et finalement, comme la VLC, elle peut s'activer parce qu'on a créé quelque chose par l'esprit. Ça va loin, hein, mais... Pas tant que ça. Mais non, mais oui, mais d'un aspect extérieur, ça, quand on dit ça, on se dit... Mais... Ah en 2025, ça paraît fou, mais je sais qu'au milieu des gens de 2025, il y a quelques personnes qui sont aptes à comprendre de quoi on parle. Enfin, aptes à comprendre. Aptes encore mieux à concevoir. À concevoir, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique, on est dans... Tu vois, à l'époque... Même là, tu voulais dire, Mike ? On est dans l'ère de l'IA. Est-ce que l'IA n'est pas faite exprès pour justement, puisque plein de phénomènes se passent, ça rassure ceux qui... c'est que de l'IA. Et en même temps, ça rassure ceux aussi qui se disent non, mais il y a un vrai phénomène, c'est pas de l'IA. Ouais. Ça rassure les deux camps, finalement. L'IA, finalement, a bon dos. Et ça rassure ceux qui sont sceptiques. Et ça rassure ceux qui disent non, mais là, c'est vrai, c'est pas, j'ai pas inventé, c'est pas... Alors là, on est à fond dans l'ère des faux prophètes, puisque maintenant, tu peux faire tout et n'importe quoi. Et oui. On est à la fin. On doit être dans la fin des cycles, puisqu'on est dans l'ère des faux prophètes. Où est le vrai du faux? Là, on est en plein dedans. Là, pour le coup... Là, c'est compliqué maintenant. Ça va être très compliqué dans l'avenir. C'est vrai que ça va être très dur. Ouais.
Puisque même Même si nous, là, on a fait tout en image de synthèse. Hein, on n'est pas là. Hein. On a envoyé nos IA faire le boulot. Non, mais même Céline Dion a sorti un album de 14 chansons qu'elle n'a jamais chantées. Et oui, tu vois. Et ils arrivent à faire chanter Johnny Hallyday, Les Chevaliers du Zodiac et Inspecteur Gadget. Et c'est bien fait en plus. Mais c'est rudement bien fait. Même, ouais. les musclés, il paraît que s'ils reviennent. Ouais, tu vois. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est assez bluffant, effectivement. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'idée de ce trickster là. Ça m'avait vraiment marqué, quoi. Oui. Et en plus, on peut le relier un petit peu avec. Alors, j'en reviens à ça, mais avec la théorie de la simulation, quoi. D'imaginer qu'on est peut-être dans un programme et que c'est un programme qui s'amuserait avec nous, tu vois. D'où les observations de fantômes, les observations d'ovnis et toutes les choses paranormales pour nous. C'est Jacques Vallée dans le Collège invisible en 1975 qui parle du système de contrôle. Qui en fait englobe les apparitions de la Vierge. C'est lui en premier qui apparaît sur les apparitions de la Vierge ou ce genre de choses qui pouvaient être une manifestation d'un égrégore ou de l'astral ou d'une tromperie. Ouais, mais alors nous tromper pourquoi, par exemple, pour la Vierge? Ça peut être des vrais faux messages en quelque sorte. On a un rendez-vous. On a un rendez-vous. Et tu crois que ce serait un moyen peut-être de tester les gens, de leur faire apparaître des choses et de voir les réactions face à ça, peut-être? Des analyses après qui sont faites? Certains manifestent. Beaucoup pensent que, par exemple, même dans le phénomène, ils pensent, ceux qui ont des contacts ou autre chose, qu'ils soient vrais ou non, on pense que ça peut nous faire évoluer. Peut-être que ça nous fait involuer. Peut-être pour justement nous tromper. C'est le trickster. Peut-être c'est Hermès. Hermès Trismégiste qui se joue de nous, qui un peu vole peut-être une part de notre certitude aussi. Et qui nous fait croire certaines choses. Parce que Bon, ça, c'est une hypothèse. Hein. Ouais. Parce que c'est très intéressant d'imaginer qu'on est peut-être, on a peut-être été créé de toutes pièces en fait, et qu'on est au milieu d'une sorte de simulation, qu'on nous observe, qu'on regarde un petit peu nos faits et gestes, et que parfois comme ça, on nous injecte des choses qui sortent totalement de notre ordinaire, qui sont au-delà en fait de ce qu'on comprend en fait de l'endroit dans lequel on vit, et que justement, voir par exemple, je sais pas, la Vierge, voir un ovni, voir un machin, pour voir un peu comment les Templiers vont réagir ces personnes et comment vont réagir les personnes qui sont autour, voir comment les choses peuvent Parce prendre. que concrètement, la Sainte Vierge, je suis catholique, hein, donc je peux parler sans vouloir dénigrer, mais la Sainte Vierge, par principe, elle a rien de déifié. Si tu veux, c'est la mère du Christ, c'est une sainte, mais elle n'est pas, c'est pas une déesse. Avec le temps, comme il faut un pôle masculin, un pôle féminin, la Vierge est devenue un dieu compris. C'est devenu une déesse avec le temps, hein, le féminin sacré, Marie-Madeleine, ok, mais la Vierge, moi, ma grand-mère priait énormément la Vierge comme elle aurait prié Dieu. Ma grand-mère aussi, oui. Tu vois, la Vierge, c'est quelque chose qui est devenu sacré avec le temps, alors que si on prend le texte tel quel, elle n'est entre guillemets que la mère de Jésus, et que voilà. Donc finalement, elle a rien d'une déesse, mais à force de la prier à travers les siècles, se crée un égrégore marial autour de cette figure, et elle est capable maintenant d'apparaître aux gens, tu vois, en tant qu'à la Salette ou à Lourdes. Donc ça veut dire qu'une entité qui ne serait pas un dieu, à condition d'adhérer à la divinité du Christ, hein. Le Christ en tant que Dieu manifesté en tant qu'homme pourrait apparaître, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais la Vierge, elle n'aurait pas cette possibilité finalement d'apparaître et de délivrer des messages, puisque dans l'organigramme des dieux, elle n'en est pas un. Et pourtant, elle apparaît et elle est visible par certains. Donc, c'est ce que dit Mike. Est-ce que d'une certaine manière, un phénomène prend la forme de quelque chose qui peut être reçu par ceux qui vont la voir? On a exactement ça en 1826, près de Poitiers, dans le village de Migné, où apparaît une croix géante. Et il y a tous les fidèles qui sont là devant l'église. Et c'était relaté par des centaines de personnes. Une gigantesque croix, la croix de Migné. Et là, on est dans cette idée d'apparition en miroir, de l'inconscient qui va à l'église, et c'est une gigantesque croix. Mais qui apparaît dans le ciel, en fait Qui est apparu dans le ciel, oui. C'est ça, qui est apparu dans le ciel, ouais.
Mais tu t'imagines, l'égrégore autour de je reviens à la Vierge Marie, mais ça peut marcher pour d'autres saints, puisqu'on va prier Saint Antoine. La religion chrétienne, qui est quand même normalement une religion à Dieu unique, hein, c'est Dieu manifesté dans, enfin c'est la Trinité, mais manifesté dans Jésus humain, Dieu, enfin voilà, et qui finalement se retrouve à l'heure d'aujourd'hui avec un Dieu, une déesse Marie, et une pléiade de saints où on va prier Marie-Madeleine, on va prier Saint-Antoine pour les objets perdus, on va prier Saint-Christophe pour les voyageurs, et finalement, tu as un saint pour à peu près toutes les... Et donc, on se retrouve avec carrément les dieux de l'Olympe, si tu veux. Comment on appelle ça quand il y a tous les dieux qui ont un rôle, enfin, quelque chose comme ça. On en revient un peu au réflexe romain d'avoir un dieu pour tout. Donc finalement, Saint-Antoine, c'était un saint, mais c'était un religieux. Et aujourd'hui, mon père, qui n'est pas croyant du tout, prie Saint-Antoine. Donc tout le monde prie Saint-Antoine pour retrouver des objets. Du coup, se crée un égrégore autour de cette figure. Et finalement, cet égrégore, du coup, va exister. Et Saint-Antoine, d'une certaine manière, va exister aussi. Il se densifie. Voilà, il se densifie. C'est ça. Ceux qui ne croient pas à l'égrégore, ceux qui ne croient pas à l'égrégore de Rennes-le-Château, qui ne croient pas à tous ces égrégores-là, je peux... Alors, ok, maintenant, tu prends n'importe qui, tu l'emmènes à Disneyland pendant 3 jours. Tu vas voir l'égrégore Disney s'il ne fonctionne pas. Tu n'as pas mis le pied chez Disney, tu as la musique, les bonhommes qui bougent dans tous les sens, les peintures, les machins, les odeurs, parce qu'ils balancent des odeurs. Il y a tout ce que tu veux. Tu es tellement bien à Disneyland. Moi, je connaissais quelqu'un qui me disait le plus beau pays du monde, c'est Disneyland. C'est ça. Passe 3 jours à Disneyland, tu es dans un égrégore, tu relâches tout. Il avait travaillé avec Fan Brand d'ailleurs. Ah non, mais c'est fabuleux. Eh bien, l'égrégore, on le ressent dans ces... Alors, pour ceux qui ne croient pas à cette notion d'égrégore, qu'ils aillent à Disneyland. Et normalement, même quelqu'un qui n'aime pas Disney, au bout d'une demi-journée, il est dedans. Je pense. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un effet d'égrégore ou c'est le fait de se sentir bien, comme tu dis, il y a les odeurs, c'est coloré, Ah, il y a un égrégore autour de Disney quand même. C'est un peu magique, tu vois, donc forcément, tu te sens... Ouais, voilà, oui, on en revient à ça. Ah oui, non, mais ça, c'est l'égrégore tourné vers le marketing à fond. C'est autre chose que... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de spirituel. Même dans le journal du Mickey, on pouvait voir un article sur Rennes-le-Château. Alors, tu vois, l'égrégore, il va loin. Non, mais bien sûr. Oui, alors là, c'est l'égrégore. Non, mais le meilleur exemple de l'égrégore, c'est, tu sais, c'est dans les stades de foot, quand on dit que le public, c'est complètement. C'est le 13e. C'est les dieux de l'Olympe, c'est les dieux du stade. Ouais. C'est quand tu as tout un stade d'équipe, il paraît que ça, on voit des vagues. Complètement. On est dans un égrégore, oui. J'avais été voir Johnny Hallyday sur scène, notamment à la dernière tournée. Quand tu vas voir Johnny sur scène, alors même pour des gens qui n'étaient pas fans, parce qu'on avait rencontré des gens qui avaient été en disant il va bientôt mourir. Bon, il n'était pas malade encore, mais pensant qu'il allait bientôt, il était sur la fin, il avait passé 70 ans, ils se sont dit il fallait quand même qu'on le voie au moins une fois. Et ben, je peux dire que les gens à la fin ont dit on aurait dû y aller plus tôt parce que finalement, c'est vrai que sur scène, il se passe un truc. On en parlait en off, le morceau incroyable, Poème sur la 7e. Ouais, le Poème sur la 7e. Extraordinaire, qui est inconnu du grand public, hein, mais on ressent quelque chose de très très puissant. Hein. Tu sens un égrégore, enfin. Ah oui, oui. Parce que les gens l'aiment, enfin, les gens qui vont le voir, et notamment les premiers rangs, sont tellement fans. Ça, je te dis, il arrive sur scène, tu sens une vague comme ça derrière. Ouais. Et la vague, elle revient. Parce que lui, il chante tout ce qui va, tu sais, il hurle. Il chante, mais il crie. Du coup, je pense que tout ce qui n'était pas bon en lui part. C'est Screaming Hawkins. C'est l'amour du public. Et du coup, c'est comme ça qu'il l'a tenu aussi longtemps, à mon avis. Screaming Hawkins, qui était un peu dans ce style-là. Moi, je trouvais qu'il avait un côté chamanique. Hein. Il y a un côté chamanique comme ça, tu sais. Le mec, il y va et il reçoit de l'amour. On lui comme exemple parce qu'il a quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question, il a quand même une carrière très longue et il arrivait à agréger du public d'année en année. Tu vois, il avait les enfants, des enfants, des enfants, des enfants et son public grossissait, si tu veux. Donc le phénomène, il était quand même bien dû à quelque chose. Il y avait un côté magnétique chez ce personnage. Bien sûr. Il y a d'autres stars, hein, bien sûr, mais en France, je crois qu'il n'y a que lui qui a eu ça. Et c'est pour ça que je parlais de Screaming Hawkins, parce que c'est un peu le rock vaudou, là, le rock un peu psychédélique, vaudou. Voilà. Mais je pense qu'on les a perdus, là. Il faut peut-être qu'on se recentre un peu. Ils attendent le château, ils attendent le château, mais le château, il est pas c'est vrai qu'on est loin du château de Vos, mais en tout cas, c'était vraiment passionnant, je trouve, de discuter de tout ça. Ouais. Bien sûr, ouais. C'est vraiment chouette, ouais. On les a perdus à l'astral. Non, je pense que ça a plu à tout le monde. Ça. Non, bien sûr, je sais bien. Ouais. Bah écoutez, on va regarder la fin donc de cette émission. Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Ah oui, mais c'est ça. Ma petite fille.
l'a vu et lui a dit Lucie, viens. À ce moment-là, le fantôme s'est encore plus concrétisé. Il est venu vers ma petite fille. Vous imaginez la surprise. Grand-père est à côté de moi. J'ai peur. C'est une forme un peu nébuleuse, éclairée de l'intérieur, qui est apparue par flash. Je l'ai vu donc au début de façon très floue. Et puis j'ai eu 2 ou 3 flashs très importants. Et là, donc je ne pouvais plus douter de ce que je voyais. Donc en fait, il explique bien que c'est une forme un peu nébuleuse avec cette lumière qui émane de l'intérieur, quoi. C'est assez. Ouais, mais il se contredit parce qu'il dit au début, il voit quelque chose de très vaporeux, donc il n'est pas très sûr. Après, il voit 3 flashs, mais entre, il voit quoi? Il voit rien. Enfin, de la manière Ouais, dont c'est il- vrai. Ouais, puis c'est particulier parce que s'il y a vraiment une lumière qui émane de l'intérieur, comme il le dit, ça peut pas être, comme tu le suggérais, Rudy, un rayon de lune, tu vois, qui viendrait un petit peu. Je sais pas, c'est Ah oui, étrange oui, quand oui, même. par rapport au Velux, ouais. Mais tu sais, Ouais. après, il y a ce qui se passe vraiment, puis après, il y a la perception qu'on en a, puis après, il y a le temps qui passe. Moi, je vous ai Et parlé il y a du le fantôme souvenir. que j'ai vu en pleine nuit. Je vous raconte ça avec 30 ans d'écart par rapport à quand je l'ai vécu. Tu m'aurais demandé ça il y a 30 ans, je t'aurais peut-être pas raconté la chose de la même manière, tu vois. Après, ça se déforme aussi avec le temps. Oui, c'est ça. C'est ça, est-ce que tu as pas rajouté des choses avec le temps, en fait, sur ton expérience? Est-ce que tu as De tu bonne vois, foi, en c'est, tout cas. ouais, ouais. Non, mais de toute façon, ça a été prouvé, hein, que, au fil du temps, en fait, un souvenir, se modifie, change, tu rajoutes des choses et cetera et à la fin, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as réellement vécu, quoi. Donc, ouais, c'est très particulier. C'est la seule et unique fois où j'ai été témoin de ce phénomène. Mais je dirais que c'est pour une bonne raison. C'est que les autres fois où je suis allé sur des histoires semblables, irrationnelles, on a trouvé l'explication. Mais aujourd'hui, là, maintenant, on est obligé de dire que on est complètement en l'air. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il reste 2 preuves tangibles de cette expérience. Une photo prise cette nuit-là et l'enregistrement magnétique. Ah, alors la fameuse photo. Ça fait penser au château des maîtres de l'univers, un peu le. Oui, c'est vrai. Le dessin animé. Ça, à mon avis, c'est la photo du poumon de Skeletor en autopsie. C'est ça, voilà. Ouais, c'est. Bon, l'image, elle n'est pas nette du tout. Sur Google, on peut la retrouver beaucoup plus nette. Alors, je pense Tu avais que une anecdote d'un Skeletor que tu avais retrouvé dans un jardin, là, je crois que dit d'ailleurs. Ouais, comment tu sais ça? J'en ai parlé? Moi, Oui. je montre quelque chose dans la terre. Non, c'est dommage, Damien. Je sais pas si tu pourras réincruster l'image plus nette qu'on peut retrouver sur Google, parce que là, on la voit vraiment pas très bien. Moi, je l'ai passé dans Google Images pour voir s'il trouvait des concordances avec d'autres objets. En fait, c'est une photo qui est relativement floue, ça donne une forme. Alors moi, j'ai envie d'y croire, hein, clairement. Mais on dirait une photo de la Corse, un petit peu, tu sais, une sorte de moulage de Corse. Ouais, Ça après. peut être une poignée de porte prise très très près, très floue. Enfin, tu peux fabriquer ce que tu veux. Bon, à l'époque, il suffisait de. Mais bon, moi, c'est Mélusine qui est sortie du château. Moi, j'ai envie d'y croire à cette photo. J'ai envie d'y croire. Par contre, elle est quand même assez étrange parce que quand bien même c'était Lucie, et ben tout ce qui entoure Lucie, ça ressemble pas à de la pierre ou de la poutre. Tu vois, c'est quand même un truc posé sur un fond blanc un peu. Après, tu sais, la photo, je n'arrive qu'à trouver quelque chose qui est exactement la même chose que ce qu'on voit là, quoi. C'est tout aussi flou et aussi, je sais pas où tu avais trouvé quelque chose de plus Quand net. tu mets fantôme de Lucie sur Google, je crois que l'image, elle est un peu plus nette. Ouais, j'arrive pas à la. Je trouve pas grand-chose. Ouais, non, c'est. Bon. Ouais, c'est particulier, ouais, je sais pas. C'est le flou très artistique. étrange. Bah, c'est vrai qu'on dirait. Déjà, c'est bizarre, c'est quoi ce truc bleu et à l'intérieur il y a quelque chose un peu plus rouge. Tu Oui, vois alors que c'est censé être blanc, vaporeux. C'est-à-dire que la photo, elle correspond pas du tout à la description qu'en est faite. C'est vrai. Mais c'est fait dans le reportage.
Et cette photo, on est sûr que c'est une photo qui sort de l'appareil photo du gars, donc qui était le médium pour le coup dans la réalité en fait, puisque c'est lui qui a l'appareil photo dans le Ouais, vrai il paraît que reportage. sur la série de photos, il n'y en avait qu'une d'exploitable et c'était celle-là. De Raymond Réan, là. Ouais. Parce que ça, on dirait presque une sorte de statue ou je sais pas quoi, un truc abstrait. On Je sais dirait pas, c'est presque une très. sirène. On dirait une statue, ouais, c'est vrai. Une petite statue. Ouais, une création de Giger, tu sais, un peu. Un truc un peu Non, mais c'est étrange, squelettique. ouais, c'est le fond de la photo. C'est assez bizarre. Ouais, on dirait C'est qu'il y a eu la- comme un flash en fait, tu sais, avec de l'ombre, un C'est flash. le logo de la Rolls avec le type qui a gagné les sous avec le reportage. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre, ouais. C'est très, on dirait presque un squelette, tu vois, comme une colonne vertébrale avec un. Je sais pas. Ouais, c'est très, très étrange hein, cette chose. Mais après, de là à y voir. Ouais. Je crois qu'il a une syphose un peu là dans le dos, là, un petit peu. Ouais, bah après, on peut tout y voir. Hein. Faut demander aux C'est spécialistes de la protéiforme, chronologie. c'est ça. Pareil que je suis un Ouais, mais alors, spécialiste. mais du coup, il n'y a pas justement de spécialistes qui ont pris cette photo, l'original de la photo, pour essayer d'analyser, et de Non, voir un on petit voit peu. sur un reportage de l'INA le fameux médium et qui dit ben, nous avons 2 preuves de l'existence du fantôme, cette photo, donc il la montre un peu comme ça dans le reportage, et le son. Et le Voilà. son, quoi. Ouais, mais le son, moi, de ce que j'ai lu, ça aurait pu être apparemment un truc dans le micro, je sais plus comment ils appellent Une ça, là, qui humidité aurait trop forte dans le micro, ouais. voilà, Ils et vont qui aurait reparler fait du ce. son en disant que c'est impossible parce que normalement c'est le bruit d'un micro qui pète et le micro en lui-même n'avait pas pété, donc c'était assez bizarre. Ok, mais en tout cas, ouais, photo très intrigante, effectivement. D'un son qui, après analyse, demeure inexpliqué. C'est bizarre quand même ce. On va le remettre un peu ce son là. Alors, que s'est-il passé cette nuit du 4 août 1984 à Vos? Le mystère persiste. Et voilà, donc on est arrivé au bout de ce reportage. Qu'est-ce qu'on peut en déduire du coup, toi, Rudy? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de voir? Moi j'y crois. Je crois qu'il y a eu le Ok. phénomène et je veux bien croire à la résonance des murs, ouais. Ouais, moi j'y crois, ouais. Mais c'est de la croyance, c'est pas de la. C'est basé sur rien, c'est juste que ça doit me faire plaisir d'y croire, je pense. Non, mais bien sûr, tu peux toujours ne pas y croire et dire oui, bah, de toute façon c'est n'importe quoi et tout, mais j'aime bien le côté enchanteur Ah bah ça, je suis puisque d'accord. j'ai vu cet enfant en pleine nuit qui même ça pourrait être expliqué, bah, j'ai envie de croire à une possibilité à un moment donné où 2 mondes se croisent et ça peut s'observer. Et J'aime t'es bien pas un cette petit peu. histoire. Ouais, l'histoire, elle est chouette, hein, moi je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas un peu perturbant de voir que, bon, bah ça, c'était dans les années 80 et que depuis, on n'a rien. Depuis, on n'a jamais eu un. Tu vois, je veux dire, il y a eu foule de chasseurs de fantômes, comme on l'a dit, qui sont allés sur les lieux et personne n'a rapporté un son bizarre, une photo bizarre. Enfin, tu vois, il n'y a rien, quoi. C'est quand même. Ouais, mais comme dit Mike, si les esprits sont pas prêts à voir ça ou si ça veut pas se matérialiser autrement que là, ils y allaient vraiment de bonne foi et j'avais envie de faire un reportage, ils y croyaient pas plus que ça. Le médium a bien joué le jeu aussi, la petite aussi. Et c'est le médium qui témoigne. Hein. La petite, elle témoigne pas dans le reportage. Peut-être qu'elle était mineure et qu'elle pouvait pas. Mais... Non, 84, c'était 10 ans plus tard. Non, elle était majeure. Elle aurait pu témoigner d'ailleurs. Ouais, ça aurait été intéressant de voir son avis, ouais. Je crois qu'il y a, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une légende qui dit qu'Alexandre Balou, il est apparu juste après la fin de l'émission. Et il revient de temps en temps à minuit aux horaires des émissions. Parce que c'est quoi ce code, la 3615 code TF1? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien, je l'ai tapé sur Internet, ça marche pas. Ah, ça marchait plus. C'est marqué le service. Mais Alexandre revient de temps en temps dans la nuit, dans la tour de l'horloge. Tu crois, toi? C'est des rumeurs, hein, c'est des légendes. Non, mais pourquoi? Parce qu'il est décédé, Balou? Non, c'est l'émission. Non, Ah, c'est oui. l'émission qui est décédée. Non, il est Ah toujours oui, vivant. l'émission, oui, elle est. Il est toujours vivant. Il vit à Neuilly-sur-Seine. Et il a eu fait de la politique, hein, je crois. Hein, Exactement. Ah ouais
Il avait unis pour Neuilly, diverses droites. Ouais, Ouais, c'est ça. Putain, on est bien Ok. renseigné. Hein. je suis bien renseigné. Hein. Il est vice-président du comité de représentation des actionnaires du Crédit Lyonnais. Voilà. Donc, moi, tu vois la. Ouais. Hein Mais moi, je trouve ça quand C'est même pour ça qu'il assez cherchait le marrant. trésor. Il s'en foutait parce que disait Jean-Pierre Montel, il a vu le Il en avait trésor. rien à foutre, Pour les- lui, après, lui, Il est c'était parti au le- Crédit Lyonnais, le trésor de lui, la c'était le Machette. Crédit Lyonnais, bah, bien sûr. Il a vu les 4 lions Ah oui, là, de la fontaine, là. Lyon, Lyonnais, il était dedans. Il a compris c'est le code. ça. Puis il y a Lyon, hein, qui est pas Oui, loin. en plus, oui, bien sûr. Il y a Rue des Lyon Maccabées, avec la Hmm. loge Alpina. tout à fait. On est dedans. Et du coup, toi, Mike, alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce reportage? Tu penses que Ah, moi, je il pense y a que oui, vraiment un qu'il y fantôme? a quelque chose, Ouais. oui. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose. Mais à savoir quoi, ça, c'est difficile à définir, puisque c'est une légende. On n'a pas la preuve exacte de Lucie, du nom, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça, effectivement, ce qui est bizarre, c'est que historiquement, on n'a pas vraiment de preuves que cette Oui. Lucie ait existé. Voilà. Le fantôme, il est apparu que quand il y avait donc ce fameux Ephraim. Après, le château est revendu à quelqu'un d'autre, qui se fera passer pour un baron, mais qui n'est pas baron. Là, j'ai oublié son nom. Ah, C'est tu qui parles. le propriétaire? Ah L'autre, oui, tu parles du premier, enfin, le premier des années 60, là, le propriétaire. Ouais, ben lui, il verra rien. Il y en a un qui verra rien. Il y aura plus rien Oui, sous c'était le baron Eugène Adolphe Édouard de Cadier qui le Hmm. vend à Ephraim. Voilà. Mais lui, il a jamais rien vu. C'est ça qui est particulier Semble-t-il, aussi. non. Lui, il a mis Ouais, juste un ouais. logo maçonnique sur le château. Voilà. Parce que, souviens-toi, Rudy, dans un des documentaires, je sais plus lequel, ils interviewaient une femme qui était donc une habitante du Oui. village d'à côté, Il est qui bien, disait, moi, j'ai jamais rien vu. et pourtant, je suis allé au château parce qu'apparemment, il Je l'ai pas travaillait au vu, j'ai rien château, je vu. crois. Et elle a dit, j'ai rien vu, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, je l'ai vu, ce reportage. Hmm. Oui, Oui, effectivement. mais Bon. ça n'enlève rien que l'équipe d'RTL a vécu un phénomène ce soir-là, et ça prouve pas que C'était Air France Inter. France Inter et Ouais, que le baron a sans doute vu des Ça choses. n'empêche pas, oui, il apparaît que si à qui veut. Aussi Non, bien. mais Voilà. il y a un côté un peu. Bon, ce personnage est assez baroque, il y a un côté un peu poétique, et Oui. Ouais. pourquoi pas Qu'il y ait eu un phénomène observable par ces gens-là, ouais, moi ça j'adhère totalement. Hmm. Après, ouais, Oui. ça chamboule pas grand-chose. Mais je serais plus sur un phénomène de résonance plutôt qu'un phénomène vraiment d'un esprit qui, depuis 400 ans, se manifesterait à celui qui est ouvert d'esprit. Je pense que l'âme de la personne a autre chose à faire que de rester entre ces quatre murs, mais qu'il y ait une résonance, quelque chose qui se rejouerait Ouais, comme comme un hologramme. enregistrement, Comme un en écho, ouais. boucle. Ouais, un écho, ouais. Bah, ça semble être une boucle, oui, puisque même le baron, il dit j'ai rendez-vous avec Lucie, elle apparaît de temps en temps, et elle fait toujours le même trajet. Hmm. Donc ça, on est vraiment sur quelque chose vraiment. Les tours, on parle de la tour d'horloge, ont peut-être justement un égrégore particulier qui fait qu'il se passe des choses justement particulières à des heures précises à certaines tours. C'est pour ça qu'on parle de la tour de l'horloge, ou même la tour de l'horloge Ouais, oui. à Rennes-le-Château, bon, bien que c'est plus récent. La tour des Béatitudes. Il y a plein de tours comme cela qui peuvent manifester un égrégore en elles-mêmes, en fait, parce qu'elles sont construites suivant un processus alchimique qui fait une demeure philosophale. Qui peut provoquer le Qui peut déclic. provoquer une ouverture. Ça peut être possible. Ouais. C'est une hypothèse. Ben, D'accord. à Notre-Dame de Marseille, à Limoux, un jour, on y va, et ayant hérité ça de ma grand-mère, je prie aussi la Vierge, et je m'étais posé devant la Vierge Noire avant qu'on lui décapite la tête, puisqu'elle aussi a eu le droit à sa décapitation, comme le diable de Rennes-le-Château. Oui. Et bon, ça, c'est quelque chose de personnel, mais j'en parle. Je me mets donc en prière et tout. Voilà, la prière, c'est intime. Et à un moment donné, je sens une chaleur me monter dans les jambes. Mais une chaleur vraiment, c'est-à-dire, j'avais les jambes. C'était une chaleur qui brûlait pas, mais c'était une chaleur ressentie. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe entre le lieu et la personne qui se met. De toute façon, les Vierges Noires sont les gardiennes des lieux. Moi, j'ai été à Montserrat,
Et c'est vrai que c'est très particulier. Enfin, cette Vierge Noire est très particulière. On ressent une atmosphère très particulière au monastère de Montserrat, en Espagne. Et ben moi j'ai un monastère qui est juste au-dessus, le monastère des Voirons, au-dessus de chez moi. Tiens, je vous en raconte une sur les Vierges Noires, ça va vous faire. C'est véridique. Franchement jamais. Et donc comment vous raconter ça pour en dire pas trop. Avec mon épouse, on n'arrivait pas à avoir de deuxième enfant. On a eu le premier, le deuxième, on n'y arrivait pas. Ça a duré 8 ans, ça a été très compliqué, mais il y a eu on va dire j'allais dire un pèlerinage, mais pas un pèlerinage, on l'a fait après, un chemin de croix pour réussir à avoir ce deuxième enfant. Et donc, arrivé au bout de ce que la médecine proposait, je lui dis, d'un commun accord, et si on allait demander à la Vierge Noire des Voirons. Nous sommes montés au monastère des Voirons, donc la Vierge Noire est dans une chapelle à part, donc on passe dans les bois, on redescend. Elle peut pas rentrer dans la chapelle parce qu'elle avait le chien, donc j'y vais avec mon fils, on prie la Vierge Noire, ensuite je ressors, je garde la chienne, elle va prier la Vierge Noire, puis voilà, bon, voilà, on fait ce qu'on fait au niveau de notre prière, et on remonte une sorte de chemin de procession, mais qui montait, parce que c'est en hauteur, il y avait des arbres, et je sais pas, on se sent particulièrement bien, on sent qu'il y a eu quelque chose. Enfin, tu sais, c'est l'égrégore marial, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Et on croise un couple. Et la femme qui vient vers nous était avec donc ce monsieur, elle était enceinte, mais vraiment bien enceinte, hein, un bon ventre de 8 mois. Je dis ah bah là c'est un signe. Je dis mais c'est étonnant parce que en fait on est quand même à un endroit où une femme enceinte de 8 mois a pratiquement rien à faire ici, hein. Et il se trouve que cette femme était de couleur noire. Elle est de peau. Et là, je regarde mon fils et je regarde mon épouse et je lui dis, alors là, c'est un signe. En fait, on avait la manifestation physique d'une femme de couleur noire, enceinte, mais dans les 10 minutes qu'on suivit notre demande à la Vierge Noire ou à Rond. Voilà. J'espère que ce couple a eu un beau bébé. Et nous, on a eu le nôtre peu de temps après parce qu'elle est tombée enceinte. Et on a cet enfant. Voilà. Ah ouais, c'est parfait. Ouais. C'est très, très étonnant parce que oui. cette personne était... Bon, je ne vais pas vous le cacher, il y a quand même plus de blancs que de personnes tu vois, de couleurs dans ma région. Tu vois, c'est pas comme si j'étais au Sénégal où ça serait l'inverse. Donc, croiser une femme de couleur et en plus enceinte au moment où on sort et tout, c'était très particulier. C'était vraiment... C'était joli parce que c'était la manifestation de cette Vierge Noire en personne quasiment. En miroir, voilà, c'est ça. Ça s'est densifié d'une certaine façon, peut-être. Ouais. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est ça. Ben, c'est aussi des synchronicités signifiantes. Quoi. Voilà. Et fonctionnelles. Puisque voilà, pour le coup. Ouais. Ça a marché après coup. Mais elle est jolie, cette histoire. C'était le monastère Notre-Dame de la Gloire-Dieu, c'est ça Non, c'est pas le même. Hein. C'est... Attends. Non, c'est le monastère des Voirons. Tu mets bon Chablais, d'accord. Monastère des Voirons. Tu devrais le trouver, il est tout en Notre-Dame des Voirons. Hein. Notre-Dame des Voirons. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et c'est vrai que quand tu es face à une Vierge Noire, c'est quand même particulier. Oui, on ressent quelque chose de très particulier. C'est vrai, je suis d'accord. Et pourtant, l'œuvre noire en alchimie, c'est pas forcément la meilleure, mais la Vierge. Et oui. Et d'ailleurs, pourquoi c'est quoi l'origine alors de cette Vierge Noire exactement? C'est Sainte Sarah, c'est ça, hein, quelque chose comme ça. Quand elle arrive comment ça s'appelle au Sainte Marie, c'est ça? Les Saintes Maries de la Mer, tu as les 3 Maries, plus Sarah, qui serait Sarah la Noire, celle qui est vénérée par les gitans. Et donc la Vierge Noire, on lui prête. C'est Sainte Anne, ouais. Il y a beaucoup de choses autour de cette Vierge. Ouais. Alors, il y a des vraies et des fausses Vierges Noires, puisqu'il y a des statues de la Vierge, en fait, qui auraient noirci avec la fumée de l'encens dans les églises. Donc ça, c'est des fausses. Et après, tu as des vraies qui sont volontairement faites en noir pour... Mais alors, est-ce que du coup, par exemple, cette Vierge Noire ne serait pas plus proche de la réalité
et d'imaginer que si si Jésus avait existé et la Vierge aussi, tu vois, ils auraient forcément été un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Basanés, Oui, peau de alors en cheveux plus, ce qui est blancs. très amusant, c'est que, et là on en revient à l'histoire de l'égrégore, c'est qu'on adapte généralement la figure du Christ à l'endroit où on est. Oui. Normalement, Jésus, vu ses origines, aurait plus ressemblé à Lévi qui chantait dans les 10 commandements. Quand il jouait la scène, hein, tu sais, quand il a les cheveux un peu. Tu vois, il était plus proche de ce visage-là que ce visage très européen avec la barbe assez claire, les yeux verts, les cheveux bruns. Normalement, il est plus typé, tu vois. Oui. De par ses origines. Mais par exemple, si tu vas sur l'île de Pâques, j'avais vu ça, ça m'avait toujours amusé. Il y a une église à l'île de Pâques et c'est des statues moaï, mais à la mode chrétienne. Ouais. C'est un Jésus, mais qui a une tête de moaï. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc on adapte toujours un petit peu. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, tu sais, il y en a qui ont mis des croix sur les dolmens et les menhirs. Hein, donc on adapte la religion en fonction du public. Donc on adapte. Ouais, c'est particulier. Ouais. Mais tu vois, ces histoires je reviens à ce que je disais par rapport à mes expériences. Moi, je vous parle de la Vierge Noire, je vous parle de cet enfant, tout ça. Ça, c'est des choses que tu peux témoigner en tant qu'expérience personnelle, mais tu peux pas obliger déjà les gens à te croire. Et puis, tu peux pas non plus dire, bah toi, tu vas vivre la même chose. Ça fait partie d'un chemin de vie, et puis c'est à toi d'être ouvert sur ces choses-là. Ou tu vois, c'est comme quand on avait parlé que le grand virage faisait 1h38 et que moi, j'étais sur le chiffre 138 par rapport à mon bouquin. Très étonnant. Eux, ils étaient plutôt dans une version un peu débunkage, mais malgré tout, malgré leur débunkage, étaient marqués du chiffre 138, qui est une clé pour résoudre. Enfin, résoudre, il n'y a pas de résolution. Et surtout qu'ils ne parlent pas de la VLC dedans. Ils ne parlent pas de la VLC, et malgré tout. Elle est dedans, malgré tout, dans le codage. On passe du temps au degré, des degrés au temps, et ben malgré tout, le grand virage, mais de manière totalement involontaire, à mon avis, est marqué de ce chiffre. Donc, comme s'il y avait une sorte de marqueur, de tampon, de matrice, même s'il y en a qui rejettent cette idée. Exactement. Je pense aussi, il y a des choses comme ça très, très intéressantes. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Là, c'est vrai que le grand virage, l'émission qui fait 138 minutes, c'était assez particulier. 1h38, il dure exactement. Et Christian 1h38, ouais. Et Christian Doumergue fait une conférence, et ça, je te l'avais dit, Damien, et je lui en ai parlé. Christian Doumergue fait une conférence sur le Héron du Val d'Or et les ramifications avec Rennes-le-Château. Et à un moment donné, il rêve le temps, il fait bon, on a déjà fait 1h38. Il parle à aucun moment de temps et il fait on est déjà à 1h38. Donc, il faudrait voir celle de Gino, combien de temps elle fait. Parce qu'il en a fait une aussi. Elle fait moins. Sur le Héron du Val d'Or. Il faudrait lui demander à Christian s'il a fait ça. Non, il m'a dit il n'y a strictement rien à voir. Il m'a dit c'est le hasard le plus complet. Ok. Alors, mais il y a des choses qui se font sans qu'on veuille. Il y a Akhenaton, là, le groupe de chanteur d'Ayam. Oui, de Ayam, ouais. Il disait, alors que c'était avant le 11 septembre, il dit le mot 11 septembre, pour quelle raison? Puis il y a un scratch qui claque. Il ne pouvait pas savoir. C'est comme si on voyait certaines choses à l'avance. C'était avant, un morceau bien avant. Quoi. Ah ouais. Et on entend un scratch qui, au moment où il dit 11 septembre, et que ça. Oui, mais après, est-ce que c'est pas nous qui après faisons le lien avec certaines choses alors que tu vois à la base il y a rien. C'est par exemple, imagine sur un autre truc, il y a un autre groupe qui fait un truc sur le 13 octobre et puis il s'est jamais rien passé en 13 octobre donc on n'y prend pas. Mais il y a des albums qui devaient sortir. Il y a un album qui devait sortir le 11 septembre. On voit deux artistes qui sont avec les Twin Towers comme un chef d'orchestre puis ça explose et ça devait sortir le 11 septembre. D'accord. Il y a des choses comme ça, mais il ne pouvait pas savoir. Parce qu'il se voyait. C'est comme Robert le Conquérant avec ses dirigeables. Il l'a vu 10 ans avant. Après, il y a la synchronicité, il y a l'anticipation. Alors, je ne sais pas si vous êtes calé en manga, mais Osamu Tezuka, qui est le père du manga, a fait toute une fresque pendant toute la durée de sa carrière. Donc, ce n'était pas un manga qui était suivi. Ça s'appelle le Phénix. Il a commencé au tout début de sa carrière. Enfin, quand il était déjà bien avancé jusqu'à sa mort, et il n'a jamais pu terminer. Et le Phénix, c'est une grande fresque à travers le temps, et le point d'orgue, en fait, de chaque lien entre chaque histoire, c'est l'oiseau de feu, qui est le principe de vie. Et l'intelligence artificielle et toute notre époque qu'on est en train de vivre maintenant, Tezuka l'avait déjà anticipé dans ses mangas. Ouais. C'est un truc à lire.
Et il y a le tome 2. Alors attends, c'est Les Temps Futurs de Tezuka dans la collection Phoenix. C'est un manga, mais j'en parle tout le temps, c'est une merveille. Je crois que c'est le meilleur scénario qu'on peut lire sur un manga. En tout cas, alors c'est une histoire assez courte d'ailleurs. Mais le scénario de Tezuka, tu te dis, mais comment le mec peut être visionnaire à ce point-là? Ouais. Mais le groupe dont je parlais, il s'appelait The Coup de Auckland. Voilà. The Coup. Ok. Ouais. Qui ont fait une pochette. Alors, la pochette a été retirée, enlevée, ils ont mis un cocktail à la place. Il n'y a pas une histoire aussi dans Matrix où il ouvre le passeport et il y a le passeport de Neo qui voilà. fin le 11 septembre. Ouais. C'est ça. Ouais. 2001 en plus, il y a vraiment le truc, quoi. Ouais. Faut pas trop parler de ces sujets parce qu'après on va passer pour des vieux complotistes. Ah oui, faut attention. Non, mais c'est vrai que des fois c'est quand même très intriguant. Tu peux dire bon, c'est que le hasard, tu vois. Mais là on parle c'est pas du complotisme, c'est plus une idée de vision à l'avance. Plus dans ce sens-là. Après, s'il n'y avait pas de complot, il n'y aurait pas de service secret. Oui. Non, mais voilà, mais c'est la boutade. Mais oui. Encore une fois, je pense que les faits sont neutres. C'est ce qu'on on veut bien y mettre dedans. Et si on est capable d'y voir des synchronicités ou des messages ou des indications. De toute façon, on a notre libre arbitre. À nous d'y croire ou de ne pas y croire, de suivre la route ou de ne pas la suivre. C'est toujours pareil. La voix qui est la voix. La voix qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. Mais qui est la voix. Je lui ai fait une exégèse de cette phrase et on s'est bien compris là-dessus. Oui. Ça m'a travaillé après cette phrase. C'est le veilleur. Bon, écoutez, en tout cas, on arrive, je pense, à l'heure où Rudy. Je dois partir dans l'astral. Je dois aller chasser les ovnis. Écoutez, en tout cas, c'était très intéressant de parler de tout ça, surtout qu'on a un peu divergé, mais moi j'ai trouvé ça passionnant, vraiment. Merci beaucoup, Mike, pour toutes ces connaissances. Et on a quand même commencé avec une dame blanche, on a fini avec une vierge noire. On est quand même. Oui, c'est vrai. Eh oui, en miroir. Ouais. Tu vois, c'est vrai. Il est vierge inversé. Tout à fait. Merci beaucoup, Rudy, pour cette nouvelle émission. On a regardé merci à vous deux aussi. Et puis, j'espère qu'on en fera une prochaine. Tout à fait. Bientôt les pommes rouges. On fera les pommes. Alors. Les pommes, j'adorais moi à l'époque. On fera les pommes. Mais, les pommes. Juste pour répondre à un auditeur, il y a quelqu'un qui nous a mis dans les commentaires de traiter des documentaires de Jimmy Guilleux. Ah oui, je sais pas, parce que je pense qu'ils se tiennent d'eux-mêmes, ces reportages, ils sont vraiment bien faits, et je pense que ça sert à rien de les commenter. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, Mike? C'est une œuvre complète? Je sais pas, tu trouves que c'est à commenter Pourquoi pas, il y avait sur Montségur, sur Rennes-le-Château aussi. Sur Rennes-le-Château, notamment. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, Montségur, ça peut être intéressant, ouais. Ah, mais moi, j'adore les reportages de Jimmy Guy. Ah oui, j'adore. Ah, mais il est fabuleux, ce monsieur. À la salse avec Jean de Rigny, là. Ah, le fameux Jean de Rigny, oui. Et oui, à la salse. Quand ils entendent les bruits, là, les bruits souterrains, là. Avec les bandes, ça, c'est génial. Ah oui. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, on va rebondir sur les camps sur Agli et les trous. Mais ça, tu connais mieux que moi. Moi, je connais les pas fameux trous. Moi, je me suis occupé de certains trous au Bézis, mais pas d'autres. Eh oui, c'est ça. Peut-être qu'ils se rejoignent. On n'a peut-être pas trouvé les passages. Mais... C'est ça. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Rudy. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Et merci à tous ceux qui nous auront regardés aussi. À très bientôt. Bon courage. Merci. Allez, courage. Ciao tout le monde. Ciao.